Salut tout le monde, bienvenue sur AOS Geeks. Alors, vous aimez les guns, vous aimez les gros guns, vous aimez de l'artillerie qui est transportée dans des vaisseaux de transport. Bref, vous aimeriez jouer à 40K, mais vos amis jouent à Age of Sigmar. Alors, la review est pour vous. C'est une review des Caradron Overlord qui viennent juste d'avoir leur tout nouveau Battle Tome. Et Alex nous montre derrière lui son armée, sa magnifique armée, qu'il pilote depuis longtemps, Alex. Hein. En fait, tu l'as piloté avant même qu'il soit bon, avant Ouais, même qu'il y ait un livre décent. piloter le bon terme. Oui, effectivement, en fait, j'ai joué depuis le début. J'ai eu une petite pause. En fait, l'histoire des Caradrons, c'est une histoire de Battletome brisé avec tentative de moult réparations infructueuses. Mais oui, là, je les pilote en fait depuis pratiquement le tout début, dans leur bon moment comme dans leur moins bon, mais c'est sûr que c'est une esthétique qui m'intéresse beaucoup. Je suis un joueur nain de nature. Donc, nain steampunk, ça me parle, puis c'est des très très belles pièces. Donc oui, c'est mon armée de cœur. Je joue Fire Slayers depuis, en niveau compétitif, peut-être depuis à peu près un an, un peu plus sérieusement. Mais là, je pense que les petits nains volants vont prendre le dessus pour les prochaines semaines, prochains mois, du moins, avec ce nouveau Battle Tome-là qui est vraiment intéressant. Ouais. Alors, on va le regarder en détail comme tous les Battletomes. Et comme pour tous les Ouais. Battletomes, on aimerait d'abord remercier le Griffon qui commandite nos analyses de Battletome. Alors, merci au Griffon qui est notre boutique locale, la boutique de jeux où on achète nos figurines ici à Sherbrooke. Le lien sera dans la description si vous voulez faire un achat en ligne ou si vous voulez vous déplacer sur Wellington pour aller voir la boutique. C'est vraiment une belle boutique. Alors, Alex, les Caradrons ont un nouveau livre. C'est quoi ta première impression générale là, à la lecture du livre? Puis je sais que tu m'as dit que tu l'as même, t'as même eu la chance de le tester une première fois. Quelle est ton impression? Ben, mon impression, en fait, c'est que tout change. Tu sais, c'est sûr, tout change. C'est sûr que c'est encore une armée qui va tirer beaucoup. C'est encore une armée qui va avoir quand même des belles options de mouvement. Sauf que, chose quand même assez rare, et là, je m'avance peut-être, mais je pense que c'est le cas. Je pense qu'il n'y a aucun War Scroll qui est demeuré inchangé par rapport à la version précédente. Donc, ça déjà, puis en fait, au niveau des allégeances, au niveau des artefacts, c'est vraiment un reset. Donc, il faut vraiment repenser l'armée, il faut sortir de ses habitudes. Il y a encore des choses qui sont très vraies dans l'actuel PT, sauf que honnêtement, c'est un refresh et surtout une clarification de beaucoup de règles qui étaient, je dirais, détestées par les joueurs Caradron parce qu'il n'y avait pas un ruling clair. Donc, avec ça, on a réussi à avoir là, justement une certaine clarté et ça, j'aime bien. Mais encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de choses très, très épicées dans ce livre-là. J'ai hâte de voir dans les prochaines semaines, prochains mois, j'ai hâte de tester sur plus de plans de bataille. J'ai fait une partie, mais c'est rien de super énorme comme échantillon. Mais c'est sûr qu'il y a des choses qui sont très épicées, puis ça va être le fun à jouer, puis c'est un style de jeu qui va être différent. Ce sera plus l'aspect NPE, je me déploie dans un coin, je m'en vais partout, je tire. Donc ça, c'est un style de jeu qui n'existe plus. Je pense au grand plaisir autant des joueurs Caradron que des adversaires Caradron. Donc, je pense qu'ils ont fait un bon travail de bien cibler ce BT-là dans la lignée des BT V3. Euh, donc, ouais, je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes. J'ai bien hâte de pouvoir l'essayer un peu plus ardemment, je dirais. Excellent. Alors, on va commencer avec l'analyse du Battle Tome. On va commencer avec d'abord les habiletés d'allégeance. Bon, on a évidemment nos Skyports qu'on avait avant, c'est nos sous-factions, on en reparlera tout à l'heure. Sinon, on a les Skyfleets. On a clarifié, je pense, les règles pour embarquer, pour transporter, pour débarquer. Je pense que ça, c'est des clarifications qui étaient importantes. Ouais, quand je parlais tantôt là, de règles, en fait, là, qui avaient grand besoin de clarté, ça, c'est quelque chose, en fait, depuis la V3, en fait, là, que les joueurs Caradron sont un peu dans le néant par rapport à quelle est la bonne façon de jouer les véhicules de transport. Puis ça reste un point assez central dans l'armée, je te dirais. Là, cette fois-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on ne fait pas comme dans l'ancien BT, on ne fait pas référence à la règle de garnison dans les core rules. Donc, on a vraiment pris quand même pratiquement un trois quarts de page pour bien définir toutes les interactions, en fait, d'embarquement
et de désembarquement. Essentiellement, pour faire une longue histoire courte, là, je ne vais pas lire tout ça dans le détail, mais tout ça, ça se fait dans la phase de mouvement, en fait, pour embarquer. Dès qu'une unité termine un mouvement, ça peut être un mouvement, ça peut être une course, ça peut être une retraite, complètement en dedans de 3 pouces d'un strato-vaisseau, ben, on peut embarquer dans la garnison. On va le voir tantôt, les capacités d'embarquement des différents bateaux. Donc, les 3 bateaux peuvent, d'une façon ou d'une autre, embarquer des figurines. Donc, ça, c'est quand même très, très clair. Et ça veut dire aussi que le vaisseau peut avoir fait un mouvement pour pouvoir embarquer. Mais par contre, si bien sûr il fait son mouvement, il ne pourra pas bouger par la suite. Pour débarquer, en fait, c'est très, très simple aussi. Il ne faut pas que le vaisseau ait bougé. Il ne faut pas que le vaisseau ait fait un vol en altitude, quoi qu'il va avoir des façons de contourner ça, bien entendu. Mais à ce moment-là, l'unité peut débarquer, donc complètement en dedans de 3 pouces du strato-vaisseau et peut par la suite faire un mouvement également. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui est clarifié parce qu'avec le wording, autant de la règle de garnison que celle dans le précédent BT, euh, c'était supposément on peut quitter une garnison à la fin de la phase de mouvement. Donc, si le vaisseau n'a pas bougé, fait qu'il fallait techniquement avoir un strato-vaisseau immobile pendant tout le tour pour pouvoir débarquer. Donc, ça, c'est très, très ordinaire. Et aussi, on a clarifié également là, certaines interactions aussi au niveau des unités qui sont embarquées dans un strato-vaisseau, notamment que les unités qui sont dans le strato-vaisseau comptent comme étant sur le champ de bataille. Entre autres, là, c'est quelque chose qui est critiqué aussi. Ben, si j'ai mon commandant, par exemple, qui est dans mon bateau, avant, c'est remove from the battlefield. Donc, on enlevait la figurine du champ de bataille. Donc, si mon général n'était pas sur le champ de bataille, était dans un vaisseau, en fait, je ne pouvais pas avoir le CP à chaque phase de héros. C'est quelque chose qui était rarement joué, mais quand même. Donc, ça, c'est stipulé qui fait quand même partie du champ de bataille. Comme toujours, les modèles qui sont dans un vaisseau ne comptent pas comme étant sur un objectif, donc ne comptent pas pour contester un objectif. Également, sans se fier directement aux règles de garnison, ils sont à moins pour se faire toucher s'ils sont dans un bateau. Donc, on peut voir la ligne de vue, la même chose. Et s'ils sont dans le bateau, ils comptent comme étant des volants. Donc, pour le principe, entre autres, de la ligne de vue dans une forêt, par exemple, dans un Wildwood, là. Donc, même si l'unité est dans un bois, ben, l'unité qui est dans le vaisseau est considérée comme étant en train de voler. Donc, on va pouvoir tirer quand même sur cette cible-là. Également, l'unité qui est dans la garnison bénéficie d'un +1 de sauvegarde. Donc, les mêmes règles, en fait, qu'une garnison, mais c'est une règle à part. Donc, ils ont pris vraiment le temps de clarifier. En tout cas, je pense, c'est sûr que j'ai fait une partie puis j'ai lu un peu, mais je pense que la plupart des situations problématiques, sinon toutes, ont été là résolues avec cette clarification-là au niveau des battle traits. Donc, on ne sera pas dans l'attente d'une énième errata fac pour clarifier ces règles-là. Ben, parenthèse, il faut quand même le mentionner, là, tu sais, en date d'enregistrement de la vidéo, le livre n'est pas encore en précommande et il y a déjà un FAQ sur le site de Games Workshop pour clarifier une règle. J'ai rarement vu une FAQ avant la précommande d'un livre, mais c'est le cas. Donc, chapeau. Bravo. Ensuite, toujours dans les habiletés d'allégeance, on a Euh, Stick to the Code. mhm, mhm. Écoute, avant de parler directement de Stick to the Code, je veux juste faire une petite précision parce que les deux habiletés d'allégeance, en fait, là, qu'on avait, Euh, ben, c'était Letter Gold. Donc, Mhm. les parts de Ether Or, un peu comme une ressource, un peu comme les Ether Quartz, par exemple, des luminettes. Ça n'existe plus. Donc, déjà, les Caradons ont perdu cette règle-là. C'est remplacé, en fait, par deux règles, si on veut, de base. Stick to the code, comme tu l'as mentionné, le fameux code des Caradons qui existait dans l'ancien livre, qui existait, qui était sensiblement pareil, c'est-à-dire qu'on a 3 sections de règles qu'on ajoute à l'armée, soit des articles, des amendes, les articles, dans le fond, s'appliquent pour toute la partie, sont toujours en action. Les amendements sont des règles qu'on applique une fois par tour et les footnotes, c'est une règle qu'on applique une fois par partie. Donc, lorsqu'on va créer notre faction, on va choisir un élément dans chacune des 3 colonnes. Précédemment, lorsqu'on choisissait un stratopare préfet, donc dans les sous-factions déjà créées, il nous était imposé. Donc, on n'avait pas, on n'a pas un choix là-dessus. On avait cette imposition-là, mais on pouvait faire aussi notre propre stratopare en choisissant nous-mêmes ces règles-là. Maintenant, on a combiné un peu le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire qu'on va choisir un stratopare qui va nous donner une règle
façon épurée comme à la V3, comme on a vu avec une règle, puis c'est tout. Et on va également choisir notre interprétation du code, donc un article, un amendement et une note de bas de page. Donc, il nous permet une certaine, je dirais, là, customisation de notre façon de jouer. Mais comme on va le voir, il y a quand même certains choix qui sont vraiment plus intéressants que d'autres. Je vais rapidement, en fait. Un article, ça, c'est comme la règle principale qui s'applique durant toute la bataille. La première, Honor is everything. C'est pas compliqué. Les unités Caradron rallye sur un 4+. Aucune contrainte. On fait un rallye sur 4+. Merci, bonsoir. Euh, c'est très fort. C'est brisé, à mon Mhm. sens. Ben déjà, j'ai déjà été on the record sur la chaîne en disant que le Rally 4+ ne devrait pas exister dans le jeu, devrait être limité à 5+. Ceci dit, en tant que joueur Caradron, ben, je veux dire, oui, je vais le prendre, malheureusement. Puis mettons, tu sais, je joue avec les Fire Slayers, puis je l'ai aussi cette règle-là, mais c'est limité à un modèle dans l'armée qui peut se faire éliminer. Mhm. Donc, il y a quand même un certain garde-fou à ce niveau-là. Même chose, entre autres, là, je pense à Zealous Orator pour les Daughters of Cain. Donc, c'est un modèle que ça, on peut l'éliminer. Bon, tu sais, il y a quand même certains garde-fous, mais là, c'est l'armée. Tu sais, c'est dès que je fais un rallye sur 4+. Donc, Et puis, c'est même petit très, très fort. commentaire, les Allons-y. caradrones sont pas toujours engagés au corps à corps. Fait que souvent, tu vas pouvoir utiliser le rallye, alors qu'il y a des armées de corps à corps, des fois, tu peux pas parce que ton unité est engagée. Là, toi, tu vas souvent pas être engagé, tu vas pouvoir ramener tes modèles. Oui, puis tu sais, il y a super... oui, en fait, je suis d'accord. Un des arguments principaux, je te dirais, là, euh, que les joueurs disent, ben oui, c'est pas si fort que ça. C'est que, ouais, ben les caradrons, en fait, dès qu'on les close, c'est fini. Mhm. Et je veux dire, on les tue, fait que le rallye aura jamais lieu d'être. Pas tant. On va pouvoir en parler plus tard quand on parle des différents War Scrolls, là. Mais il y a quand même une plus grande résilience qui a été imbriquée dans l'armée. On va le voir comment, en fait. Mais pour moi, en tout cas, c'est un incontournable. C'est un incontournable. Donc, le deuxième, Master of the Skies, c'est ajouter 2 pouces de mouvement à tous les strato-vaisseaux. On va en jouer moins. On va en voir moins, je pense, des strato-vaisseaux. Puis, tu sais, OK, j'ai 2 bateaux qui bougent, 2 pouces de plus versus mon armée entière ready sur un 4+. On y réfléchit. Réponse dans le chat si vous avez un doute. Et le troisième, Settle the Grudges, il est intéressant, en fait, celui-là. Après le déploiement, en fait, on choisit une unité ennemie et toute l'armée pour l'entièreté de la bataille ont +1 pour blesser contre la dite unité. C'est vraiment très bon aussi. Le hic là-dedans, c'est que c'est une unité. Euh, Puis généralement, ben, quand on va vouloir la tuer, on va la tuer. Et c'est fini. Après, on n'a plus de bonus. Alors que le Rally 4+, c'est excluant le premier tour de la partie où est-ce qu'il n'y a pas d'unités qui sont mortes. Tu sais, c'est quelque chose qu'on peut servir 9 fois dans la partie. Mhm. Donc, pour moi, c'est un no-brainer, en fait, là, c'est le Rally 4+, et puis il n'y a même pas aucune discussion à avoir. Les amendements, honnêtement, sont assez décevants en général. Je vais rapidement, là, encore une fois, je voulais mentionner, là, c'est trois choses qui se passent et c'est à chaque tour. Le premier, puis les trois peuvent avoir quelque chose d'intéressant. J'en ai essayé un des trois, puis je vais sûrement en jouer un autre en fait, là. Le premier, c'est Always take what you're owed. Au début de notre phase de héros, on choisit une unité d'Arconaute. Donc, ça, c'est l'unité de ligne, l'unité de base, là. Et jusqu'au début de notre prochaine phase de héros, chaque modèle dans cette unité-là compte pour 2 pour contester un objectif. Donc, pour une armée qui a de la difficulté à Mhm. tenir des objectifs, c'est un petit buff, c'est gratuit. C'est uniquement sur les Arconautes, mais ça peut être intéressant. Donc, au début, je ne l'ai pas joué celui-là, je vais laisser un autre, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Le deuxième, c'est Prosecute Wars with All Haste, qui n'est pas inintéressant aussi. Donc, c'est une fois par tour, on peut faire une course à 2d6. Et juste pour clarifier, en fait, là, parce que je me suis posé la question, puis j'ai relu les règles pour être sûr de ma réponse, euh, comment ça peut marcher avec l'ordre ou l'habitude de commandement add a double, d'avoir un 6 pour une course. En fait, en lisant les règles, c'est que on ne traite pas le jet de course comme un 6, c'est qu'on ne fait pas le jet de course et on ajoute 6 au mouvement et on compte comme ayant couru. Donc, il n'y a pas de manœuvre à faire avec une course à 2d6. Je ne peux pas avoir 12, par exemple, là, ou avoir un DD qui est un 6. Donc, ça n'a aucune interaction. Fait que pour ceux qui se posaient la question. Intéressant pour une armée qui n'est pas tant mobile potentiellement, mais encore là.
pas trop sûr. Et le troisième, qui est intéressant aussi, une fois par tour, dans la phase de tir, on peut relancer un jet de touche de 1 pour une attaque qui a été faite par une unité de Caradon Overlords. Euh, c'est lui que j'avais essayé en fait pour le canon de la frégate. Donc, il y a juste 2 tirs. Fait qu'avoir une petite relance peut être intéressante. Mais je pense que je vais y aller avec celui de les Arconautes là, qui compte pour 2 sur un objectif. Plus grande flexibilité tactique à mon sens. Et finalement, les notes de bas de page, donc trois règles qui s'appliquent une fois par bataille. Quand même des choix qui sont intéressants là-dessus. Le premier, c'est There's no reward without risk. Euh, Ça, c'est lui que j'ai pris, puis je pense que c'est lui que je vais prendre tout le temps. En fait, c'est qu'une fois par partie, je peux faire une charge à 3d6 pouces et déclarer une charge à 18 pouces. Donc, oui, s'il vous plaît. Surtout avec la nouvelle façon de jouer les caradrons, on va probablement vouloir cette charge-là plus loin, puis avoir une charge assurée, là. Donc oui, donc très très bien. Sinon, il y a aussi There's no trading with some people. Une fois par bataille, dans le fond, comme n'importe quelle footnote, à la fin de la phase de tir ennemi, on peut choisir une unité Skyfarer, donc qui est tout sauf les vaisseaux. En fait, le Skyfarer, c'est le mot-clé pour tout ce qui n'est pas un strato-vaisseau et qui a été ciblé par une attaque de tir ennemi dans cette phase-là. Et l'unité peut immédiatement tirer. Donc, je peux tirer à la fin de la phase de tir adverse si mon unité a été tirée. Euh, S'il y a du potentiel. Il y a vraiment du potentiel. C'est une belle petite gimmick, c'est cool. Euh, mais bon. Et finalement, without our ships, we are not. Une fois par bataille, dans le fond, un Sky Vessel peut avoir 2 habilités, peut recevoir en fait 2 habilités de commandement dans une phase au lieu d'une seule. Au début, je le trouvais très ordinaire, mais je me suis rapidement rendu compte que finalement, il y a peut-être du jeu à faire avec ça. C'est arrivé entre autres une fois là, que dans la bataille que j'ai jouée, que j'aurais pu en tirer profit. Mais bon, ça c'est. Mais encore une fois, tu sais, il y a des bons choix, c'est intéressant. Euh, mais bon, c'est une fois par bataille, c'est des petits bonus qui sont cool. Hmm. Puis une petite note, les noms qu'ils ont choisis pour les habiletés, certains sont sympathiques. Vraiment. Ah, ben, t'as pas encore vu les artefacts, là. Les artefacts, c'est encore mieux, là. C'est OK. c'est- c'est malade, là. Ah, ouais, pour ça, là, c'est typiquement Games Workshop. Alors, on a terminé avec un footnote qui disait que tu pouvais avoir 2 habiletés de commandement pour un même Sky Vessel dans un tour. Et ça tombe bien parce qu'on t'a rajouté 3 habiletés de commandement, Iron Sky Command Abilities. Est-ce qu'elles sont bonnes? Oui, en fait, puis les joueurs aguerris Caradron vont en reconnaître certaines règles. En fait, 2 règles majeures en fait là-dedans, là. À la base, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sont des nouvelles habilités de commandement qui peuvent être données par l'amiral, donc qui est un modèle, ou par les bateaux eux-mêmes. Donc, les bateaux peuvent se donner eux-mêmes ces habilités de commandement-là. Il y en a 3. En fait, là, dont 2 qui sont des restants, si on veut, là, de règles de l'ancien Battletome. On a Combat Landing tout d'abord. Ça se fait à la fin de la phase de mouvement. Donc, l'unité qui reçoit le commandement doit être un vaisseau de transport, donc doit avoir des unités embarquées à bord. Et les unités embarquées, donc, peuvent désembarquer. Donc, peuvent débarquer du vaisseau, même s'il a bougé, en fait, durant le tour. Fait que ce qu'on ne peut pas faire normalement. Et une unité qui descend, qui débarque de cette façon ne pourra pas bouger par la suite. Mais c'est une façon, par exemple, je peux justement là avoir des Thunderers dans un bateau, je peux bouger le bateau, je peux débarquer, être en portée de tir. Donc, c'est une façon intéressante d'avoir des unités de tir un peu plus près. Deuxièmement, ben, elle, je pense qu'on la connaît tous, c'est Fly High. Donc, Mhm. c'est la fameuse règle là, que les Caradrons abusaient dans le passé, c'est-à-dire, je prends mon vaisseau, je le retire de la table et je le replace n'importe où à plus de 9 pouces et à plus d'1 pouce d'un objectif ou d'un élément de décor. C'est la même chose, mais cette fois-ci, c'est sous forme d'habilité de commandement. Ça veut dire qu'un seul bateau peut faire ça par tour, ce qui n'est pas banal et ce qui va, d'après moi, concourir à avoir des déploiements qui sont beaucoup plus intéressants et aussi avoir des listes potentiellement avec un peu moins de bateaux. Donc, mais ça reste dans le livre, mais c'est une très bonne chose, soit dit en passant, pour tout le monde concerné. Et troisièmement, on a Disengage, donc c'est la même règle en fait là, qu'on pouvait faire, soit se retirer du combat. Donc, ça se fait dans la phase de mouvement. Et l'unité qui reçoit le commandement, donc le Sky Vessel qui va le recevoir, qui n'a pas encore bougé dans cette phase-là, l'unité
et toutes les unités qui sont embarquées peuvent retraiter et également peuvent tirer plus tard. Parce qu'on l'a vu, j'ai peut-être passé rapidement, là, mais les unités qui sont dans un vaisseau, lorsque le vaisseau fait n'importe quel type de mouvement, l'unité qui est embarquée est considérée comme ayant fait le même mouvement. Donc, si je retraite avec un bateau, l'unité a également retraité. Donc, toutes les règles de retraite qui s'appliquent, normalement, s'appliquent à l'unité en garnison aussi. Mais en faisant disengage, le bateau et les unités qui sont embarquées vont avoir l'option de pouvoir tirer par la suite. Donc, si on prend par exemple la footnote que je peux avoir deux command ability, je pourrais me désengager avec une unité et je pourrais faire fly high par la suite et quand même pouvoir tirer par la suite. Donc, on voit ici une shenanigan qu'on pourrait faire. On passe ensuite au trait de commandement. Oui, trait de commandement encore, on va voir quand même plusieurs éléments qu'on connaît, qui étaient présents dans l'ancien Battletome, mais aussi des nouvelles choses qui sont vraiment intéressantes ou des règles qui ont été refaites, en fait, là, qui avaient le même nom, mais qui ont été refaites. Il y en a quand même plusieurs qui sont intéressants. Je vais en vrac, en fait. Grudge Bearer, qui existe encore, c'est la même chose, donc c'est un copier-coller. Le commandant choisit un héros adverse au début de la bataille, avant la première ronde, après le déploiement, et ses attaques contre ce héros-là spécifique vont avoir du dommage doublé. Donc, l'amiral qui fait 3 dommages avec son marteau va faire 6 contre le dit héros. Intéressant, mais très spécifique. Puis c'est pas nécessairement tout. Ben, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller chercher le héros, on va le voir comment, là, mais je pense qu'il y a d'autres options qui sont plus intéressantes, dont justement le deuxième Cunning Fleet Master. C'est lui que j'ai essayé lors de ma partie test, qui existait avant, mais qui a été changé quand même du tout au tout. En fait, puis ça, c'est quand même, il faut faire attention au wording, là. C'est une habilité qui se fait à la fin de la phase de mouvement adverse. Et il faut que, dans le fond, je choisis un Sky Vessel en dedans de 12 pouces du général. Et ce vaisseau-là, donc, doit être à plus de 12 pouces de toute unité ennemie à la fin de ta phase de mouvement. Et si c'est le cas, je peux faire un normal move avec ce vaisseau-là. Donc déjà, il y a un paquet de choses. Si je sais que je suis deuxième dans la ronde, je joue après, je peux avancer mon Sky Vessel à 12 pouces et des poussières pour éviter une charge ou peu importe, pour être en position à mon tour suivant, pour aller vraiment chercher quelque chose de très très loin. Admettons que j'ai un Purple Sun dans un Spell in the Bottle, par exemple, mais je peux me rapprocher pour le mettre encore plus loin. Je peux également aller contester un objectif sans que mon adversaire le voie venir. Je peux également, par exemple, si mon adversaire s'est mis, bon, je me mets à 18 pouces du bateau pour pouvoir le tirer et mettre le plus loin possible, mais moi, je vais juste reculer un petit peu, fait que j'élimine ton mouvement et ton tir. Donc, il y a plusieurs habiletés là, tactiques qui s'offrent à ça. Donc, moi, j'adore ce genre de petites choses-là qui forcent l'adversaire à réfléchir. Puis, petite note intéressante, comme tu es à plus que 12 pouces, à moins que tu aies une unité qui charge à 3 des 6 pouces C'est puis ça. 18 pouces, ça n'empêche pas la charge de l'autre. Si l'autre s'est bien placé, il s'est déplacé pour Ouais, charger. C'est pas comme Sephiroth, mettons, qui s'enfuit puis tu peux jamais charger ou quoi que ce soit. C'est juste que ça te donne des options tactiques comme joueur Caradron qui c'est sont ça. incroyables. Exactement. Fait que ça c'est mon go-to, c'est mon choix 1. Si on veut, là, j'ai aussi un 1B, là, mais quand même, mais de plus en plus B, je te dirais. Le troisième, Scarlet Argonaut, qui est pas triste, mais c'est choisir une deuxième footnote. Donc, je dois avoir 2 footnotes. Intéressant. Pas game breaking, il y a une manipulation de footnotes qu'on peut faire aussi, on va venir plus tard, là, mais ça peut être un choix, mais pour des règles une fois par partie, je sais pas. Old Sky Dog, je peux avoir un Great Engine Work, donc les artefacts de bateau, si on veut, là, les améliorations de bateau dans l'armée. Il y a plusieurs façons de l'avoir, puis tu sais, vu qu'on ne jouera pas nécessairement plus que 2, 3 bateaux, puis encore là, les améliorations des frégates là, fidèles à eux-mêmes sont pas wow. Celles du Ironclad sont superbes, mais en même temps, l'Ironclad, on n'en aura pas. Bref, tu sais, je Mhm. pense pas avoir des builds à 2 encore, là, je pense pas. Là. Sinon, ex-Grundstock, intéressant, c'est une nouveauté en fait, c'est que toutes les unités Grundstock qui ont le mot-clé Grundstock, soit les Gunhaulers et les Thunderers, deviennent en ligne avec ce général-là. Et en plus, une fois par tour, donc par tour, c'est autant dans le tour adverse que dans le tour présent, le général peut donner un ordre sans utiliser de point de commandement à ces unités Grundstock-là. Fait que c'est bien, on va voir que les unités Grundstock peuvent être en ligne dépendamment de la sous-faction jouée. Les Gunhaulers à Barracurbaz, les Thunderers à Barracknar, ça n'a pas changé.
Mais là, justement, donc, si on veut avoir peut-être maximiser ces unités-là, mais sans jouer ces stratopores-là, ben, c'est une façon d'aller chercher plus d'unités en ligne. Puis on va le voir, là, les unités en ligne, là, toutes les unités peuvent être en ligne sauf l'Ironclad. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'avoir à peu près n'importe quoi en ligne dans l'armée. Fait que c'est quand même intéressant aussi. Le dernier, mais non le moindre, qui est mon choix 1B, que je ne déteste pas, on va le voir plus tard. Donc, pendant que ce général est sur le champ de bataille, on peut relancer les jets de dés quand un navigateur fait son habileté Read the Winds. On va voir c'est quoi plus tard, mais à noter, ce n'est pas obligatoirement le navigateur qui doit être le général. Donc, juste pour ceux qui avaient peut-être un doute, là. Donc, on va voir l'habilité Read the Winds est une habilité vraiment intéressante, qui est une habilité qui existait, mais qui a été remodelée du tout au tout. Euh, donc, j'ai vraiment hésité entre Cunning Fleet Master puis celui-là. Je pense que j'ai fait le bon choix. Je pense que Stormcaller, c'est un peu trop aléatoire, euh, mais c'est une très bonne habilité, mais je pense que j'aime mieux aller avec plus grande polyvalence tactique avec Cunning Fleet Master. Ouais. Ensuite, on passe aux artefacts de pouvoir. Ouais, donc toi qui disais qu'il aimait les noms là, des différents articles à ma main et notes de bas de page, tu vas être servi. En fait, il y a 6 artefacts, 4 sont pour avoir un excellent jeu dans une liste, là. Donc, je vais y aller avec les deux qui sont peut-être un peu moins bons. Le Master Rot Armor, donc c'est l'amiral uniquement qui peut avoir ça, c'est un 5 plus Ward. Non, c'est pas, non, c'est pas wow. Tant qu'à ça, on a aussi Griffether Charm qui peut être utilisé présent dans la saison actuelle. C'est pas un must. L'autre que je suis pas un fan non plus, c'est le Blazebeard and Sons Drake Bobbler Magbolas. Donc, c'est repris du War Scroll de l'amiral dans le White Dwarf. Donc, il avait eu son tombe célestial. C'est une fois par partie, dans le fond, au début de. Ah, c'est pas une fois par partie, pardon, c'est au début de la phase de tir, en fait. On choisit un monstre en dans 12 pouces du porteur, on lance un dé sur un 2+, il est grapple, puis s'il est grapple, dans le fond, c'est jusqu'à la fin du tour de l'adversaire. Et pendant qu'il est grapple, ben, il va lancer un dé de moins pour faire sa charge. Fait qu'on on ralentit un monstre. C'est bien, mais encore là, sur un 2+, c'est pas un méthode monstre actuel tant que ça. C'est situationnel. Par contre, les 4 artefacts suivants, les 4 pour avoir un très bon argument pour être inclus dans une liste. Je vais commencer avec celui qui va être l'artefact numéro 1, le Spell in a Bottle, qui est encore là, avec des Hmm? nouvelles restrictions, des nouvelles permissions. Restrictions, c'est uniquement les sorts persistants qui n'appartiennent pas à une faction. Donc, fini le temps où est-ce que chaque nouveau livre amenait des Endless Spells et les joueurs Caradron attendaient avec impatience et War Scroll pour voir qu'est-ce que ça ferait. Fini le Warp Lightning Vortex Skaven. Mais en même, mais en même temps, c'est correct. Mais tu sais, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il ne coûte pas de points. Donc, on choisit un sort persistant, il ne coûte pas de points. On ajoute à l'armée. Fait que C'est bon. tu prends un chemist qui coûte 80 points, c'est juste un chemist qui peut avoir ça, et tu lui mets un Purple Sun gratuit qui vaut 90 points. Fait que ton chemist te coûte 10 points de moins. Tu lances un sort persistant qui ne peut pas être empêché. Et très, très bien de le stipuler, le sort ne peut pas être contrôlé. Donc, par celui qui va lâcher le sort. Donc, pour ceux qui devraient se référer aux règles de base, est-ce que je peux le contrôler ou non? Le sort est automatiquement wild. Donc, ça veut dire que dans ma phase de héros, je vais le bouger. Dans celle adverse, il va le bouger. Fait que attention à vos Purple Sun qui se promènent librement sur les champs de bataille. Mais ça reste un Twin Clou. Voilà. Euh, pour un deuxième artefact, pour un Warlord par exemple, les 3 suivants pour avoir son mot à dire. Personnellement, je vais avec le Voidstone Orb sur un navigateur qui peut, une fois, une fois par partie pour un unbind, il peut automatiquement unbind un sort. Donc pour les Jaws qui courent les rues ces temps-ci, toujours intéressant d'enlever ce sort persistant-là, ou n'importe quel sort qui peut briser, tu sais, qui est nécessaire pour un joueur, un Soul Scream Bridge par exemple, ou quoi que ce soit. Donc, on peut enlever ça allègrement et c'est automatique. Les deux autres, c'est sur un 2+, c'est une fois par bataille, et ça me gosse. Donc, les artefacts, une fois par bataille, 2+, 1. Le premier, c'est le Phosphorite Bomblets, qui avant était uniquement sur l'Endrin Master avec dirigeable. Maintenant, c'est les deux Endrin Master qui peuvent le prendre, et c'est la même règle. Donc, dans la phase de tir à 6 pouces, je choisis une cible, je lance un dé, 2+, une blessure mortelle, et je continue à lancer tant que l'unité est morte ou que je roule un 1. Donc, en moyenne, un genre de 5 blessures mortelles à peu près, mais tu sais, c'est ça, tu peux rouler le 1 fatidique, ça arrive.
Intéressant, mais je pense pas que ça va être un artefact qu'on va voir tant que ça. Et l'autre, le Celestium Birdsgrain, qui est une autre règle du War Scroll de l'amiral du tombe célestial, qui est maintenant un artefact. Donc, une fois par bataille, en dedans de 12 pouces, phase de tir, sur un 2+, les protections ne peuvent pas être prises contre les autres. C'est très bien, mais encore une fois, tu planifies ton tour, tout est là, tu roules ton 1A. Mais de l'autre côté, tu roules un 2+, puis tu vois 10 sur le Guard Berserker pleurer. Mhm. Donc voilà. Fait que donc moi personnellement, premier, j'irai avec le Spell in the Bottle, deuxième, le Voice on Orb, troisième, le Burst Grain, quatrième, le Bomb Blitz, puis les deux autres, on n'y pense pas. C'est beau. Juste aussi une petite précision en fait là sur un artefact parce que c'est quelque chose qui est venu qui pop un peu là, puis honnêtement, ça va prendre un fac pour ça. Parce que on va le voir plus tard, c'est le Tuscan, en fait, un artefact dans le nouveau General's Handbook qui est essentiellement pour un champion de galet. Lorsqu'il réussit un mouvement de charge, il devient un peu comme un Stonehorn, fait qu'on lance le nombre de dés égal au nombre de pouces en charge. Chaque 4 plus, une blessure mortelle. L'interaction, en fait, c'est de dire, ben, OK, j'ai un bateau qui charge et l'unité, donc on va le voir qu'une frégate tantôt, là, l'unité peut débarquer et est considérée comme étant comme ayant chargé. Donc, Mhm. je prends la footnote, je charge à 3d6 pour avoir une grosse charge. La frégate charge, je débarque mon monde. Le champion de galet, lui, qui arrive par terre, ben, il est considéré comme ayant fait une charge, mais il n'a pas roulé de distance de charge. Donc, est-ce que l'habilité ne s'applique pas? Est-ce qu'on prend la distance de charge du bateau? C'est là qui est l'incertitude. Fait que pour l'instant, moi, je n'y toucherai pas. Je vais attendre un jugement, un fac. On verra si ça va venir. Mais tant aussi longtemps que c'est pas faqué, moi, je considère, ben, vu que le modèle n'a pas roulé un mouvement de charge, ça s'applique pas. En tout cas, Mhm. on verra comment ça va, comment les différents TO vont le gérer. Moi, c'est comme ça que je le gérerai. En tout cas, s'il y en a qui ont des explications ou qui veulent offrir leur point de vue là-dessus, n'hésitez pas à commenter dans la vidéo. Ça me fait plaisir de vous écouter. On passe ensuite à d'autres améliorations qu'on peut avoir, celle-ci pour les Ironclad. Ouais, mais en fait, c'est la même chose. En fait, là, on a les nouvelles améliorations, en fait, plusieurs ont été reprises du Battletome précédent, mais certains ont été clarifiés, certains ont été améliorés, mais on a encore vraiment trois chartes différentes pour les trois types de bateaux. Sans surprise, l'Ironclad est celui qui prend la part du lion là-dessus. On a encore des modèles, là, des améliorations qui sont très, très connues du public. Donc, The Last Word, qui permet de tirer, en fait, là, à la fin de la unité qui a fait un mouvement de charge, en fait, qui termine à 3 pouces du bateau du Ironclad, ben, on peut tirer avec l'armement principal, soit le Great Sky Cannon, soit le Great Skyhook, soit le Great Volley Cannon. Donc, et ça, c'est en plus d'un potentiel Unleash Help. Donc, Mhm. c'est sûr que ça enlève un peu le goût de charger un Rentlad. À part de ça, on a aussi un autre qui était là, mais que je pense, qui est un petit peu, qui est différent en fait, le Exxon Solutions Old Reliable All Plate. Juste pour toi, Vincent. Donc, c'est la première blessure est allouée au Ironclad à chacune des phases est enlevée. Donc, la première blessure, paf, on la négate, aucun jet de dés. Intéressant pour un modèle qui a 20 points de vie à 3 plus sauvegarde quand même, là. Ouais. Et c'est à chaque phase, fait que c'est héros phase, bon, fait que c'est quand même assez intéressant. Le Breath of Morgrim, qui était avant un engine work exclusif à Barak Urbaz, revient, a été changé un petit peu. Donc, Breath of Morgrim, en fait, c'est qu'on choisit une unité ennemie dans la phase de tir et on lance un dé pour chaque modèle en dedans de 9 pouces. Avant, si je ne me trompe pas, c'est 6 pouces. Et pour chaque 5 plus, une blessure mortelle. C'est pas inintéressant. Le 9 pouces amène quand même de quoi intéressant. Puis, on n'a pas tant de blessures mortelles que ça dans le livre. Ça peut être intéressant à mon sens. Le Zombicore Dealbreaker Battle Ram, qui était bien sûr qui existait avant, bien entendu. Là, en fait, c'est la même chose encore. C'est une charge de Stoneworm. Donc, on fait une charge, on choisit une unité dans un pouce, on lance le nombre de dés, et c'est là que ça peut être intéressant avec la note de bas de page. On charge à 3d6. L'Ironclad peut potentiellement faire quand même, là, potentiellement, on s'entend, là, c'est 18 blessures mortelles sur la charge. Ça arrivera jamais, mais quand même.
Sinon, on a les Prudency Shoots qui existaient avant pour les deux, pour l'Ironclad et pour la frégate, si je me trompe pas, mais ça a changé. Avant, c'était vraiment, ben, je lance pas de dés pour les modèles. Tu sais, quand un bateau meurt, en fait, là, on sort les modèles en dedans de 3 pouces de où se trouve le vaisseau. Mais avant, on lance un dé pour chaque figurine. Chaque un, c'est une perte qu'on enlève. Les Prudency Shoots, en fait, comme ça faisait avant, on n'a pas à faire ce jeu-là. Automatiquement, tous les passagers survivent. Et la nouveauté, en fait, c'est qu'on peut mettre les modèles, en fait, en dedans de 3 pouces des unités ennemies. Donc, on ne peut plus perdre de modèles parce que si on élimine le bateau, à la limite, on peut les mettre là, justement sur le frame du bateau, si on veut, là. Donc, voilà. Donc, ça vient sécuriser un peu le cargo, si on veut. Et aussi le Magnificent Omniscope qui était là également, c'est plus de pouces au mouvement du Sky Vessel. Donc là, si on combine ça avec l'article et si on combine ça avec d'autres règles qu'on peut avoir, là, ça peut potentiellement être un mouvement assez rapide pour un Huntland qui commence avec 10 de mouvement. Mais à mon sens, le Last Word a encore sa place, le Battle Ram a encore très certainement sa place, le All Plate, et il y a des bons choix. Il y a des bons choix. Oui, oui, Mais c'est ça, ce c'est que je uniquement voyais, pour là. le Huntland. Ensuite, bon, ben, ça va être pour les frégates. Oui, exact. Donc, Frégate qui avait à peu près les pires choix, je pense, là. C'est vraiment des choix mauvais. On peut pas dire que c'est vraiment meilleur, mais c'est moins pire. Donc, et on a quand même une nouvelle amélioration avec un nom vraiment intéressant, là. Le Khazar Farewell Scuttling Failsafe. Donc, quand même intéressant. Ça, dans le fond, l'effet est moins bon, là. Quand l'unité est détruite avant qu'on l'enlève du jeu, on lance un dé pour chaque unité en dedans de 3 pouces sur un 2+, c'est des 3 Mortal Wounds. Ça touche aussi nos unités. Fait que moins Mhm. intéressant un petit peu. Je pense pas qu'on va le voir. Surtout un artefact qui oblige, en fait, qui trigger lorsque notre unité est détruite, là. C'est pas si intéressant que ça. Pas Euh, défaitiste un peu. Tu sais, tu dis, OK, ben, je vais la perdre, fait que ma ouais, c'est ça. frégate, fait que, elle va faire de quoi, mais qu'elle meurt. Ouais, exact, c'est ça. C'est moins intéressant. Les Malefic Skymines qui étaient là aussi. Donc, une fois par bataille au début de la phase de combat, on choisit une unité en dents de D6 pouces qui vole. En dents de 6 pouces, pardon, qui vole. On lance un dé sur un, il ne se passe rien. 2 à 3, c'est D3 blessures mortelles. Et 4 et plus, c'est D6 blessures mortelles. Intéressant. Je le considère, mais je pense pas que ça va être mon choix. Les unités qui volent ne sont pas nécessairement légion. Euh, je sais pas. Tu sais, 6 pouces, donc ça inclut que potentiellement pas au combat, pourquoi pas. Je suis en réflexion. Mais tu sais, ça existait avant, c'est celle que je prenais avant, je sais pas. Prudence Shoot, même chose. Et Magnificent Omniscope, même chose aussi. Donc, je me questionne sur le Prudency Shoot. Parce que perdre des héros euh, d'une frégate qui explose, c'est toujours plate. Et surtout que ben, tu peux me la tuer au corps à corps et je vais pouvoir débarquer et te frapper. Donc ça, pour moi, ça mène beaucoup d'intérêt, je te dirais, là. Fait que pour Ouais. l'instant, je dirais avec celui-là. OK. Et on passe ensuite aux améliorations pour les gunholders. Ouais, effectivement. Donc, à moins que je me trompe, il y a des petits changements. Je pense que c'est les trois mêmes. On a Igrin, Kaz, Sure Injection, Endrin, Mark IV. Donc, le fameux Mark IV, en fait, quand cette unité-là fait un mouvement normal ou une retraite, on peut ajouter des 3 pouces au mouvement. On peut aussi le booster à 2 des 3 à la place d'un des 3. Par contre, si on roule un double, l'unité va subir une blessure mortelle. On s'en fout un petit peu de la blessure mortelle. Donc, ajouter 2 des 3 pouces de mouvement, il y a d'autres façons de le faire. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est pertinent sur un Gunhauler. Le deuxième, on va potentiellement le prendre. C'est un qui était très joué en fait. C'est la même chose. C'est le Zondbakor Death Settler Spar Torpedo. Donc, une fois par bataille, dès que je finis la première charge avec ce modèle-là, il faut charger avec un Gunhauler. Sur un 2+, c'est le nombre subi dans le fond, le nombre de blessures mortelles. Donc, on lance un dé, puis tout sauf un, on fait ce nombre-là en blessures mortelles. Intéressant, une belle petite surprise qui était jouée avant, mais vu que je ne sais pas jusqu'à quel point on va avoir des gun haulers encore, je suis un petit peu sceptique. Et le dernier, c'était l'autre qui était également le Coalbeard's Collapsible Compartment, que je jouais personnellement dans mes listes. Mais un petit changement en fait, là, c'est que l'unité de gang, le keyword Transport Vessel, et peut transporter jusqu'à 6 modèles. Avant, c'était 5.
Donc, soit qu'on transportait 5 Thunderers et c'est tout, ou soit qu'on transportait des héros. Là, maintenant, avec 6, on peut avoir un petit 5 Thunderers et on peut avoir un petit héros également qui peut les buffer. Je trouve qu'avec les transports des autres qui sont devenus meilleurs, je vois plus nécessaire. En tout cas, je vois pas nécessairement l'utilité, je vous dirais, pour ça ici. On passe Exact. ensuite aux Skyports, nos diverses Oui. sous-allégeances. Ouais, ben comme tu l'as mentionné en fait, ou on l'a dit tantôt, là, les sous-allégeances là, ont été épurées de la même façon là, que les livres en V3, justement. Là. Donc, avant, on était vraiment imposé avec un article, un amendement, une note de bas de page, une règle spéciale, un artefact, puis souvent un engine work ou un command trait. Donc, c'était très, très accaparant quand même au niveau des sous-factions. Et là, ben, avec le traitement, ben, c'est une règle. Donc, on construit encore nous-mêmes notre stratopore avec les règles d'articles d'amendement et de bas de page. Mais les stratopores nous donnent une petite règle et souvent vont débloquer également des unités en ligne. Donc, les trois premiers, on va avoir Baraknar, qui était Baraknar, et pas inintéressant. À chaque début de phase de héros, de notre phase héros à nous, pas de celle de l'adversaire, on lance un dé pour chaque héros Baraknar qui est sur le champ de bataille sur un 4+. On a un point de commandement de plus. Fait que c'est un stratopore qui va jouer sur les points de commandement et qui rend également les Thunderers en ligne. Donc, si vous faites une armée qui est basée beaucoup sur les Thunderers, ça peut être un choix intéressant. Maintenant, avec des 3, 4, 5 héros, ben, ça nous donne à moins un 2 points de commandement de plus euh, par ronde de bataille, ce qui n'est pas inintéressant, c'est même très bien en fait, là. Donc, c'est certainement parce qu'avant, c'est un stratopore qui avait des règles qui étaient souvent redondantes puis qui n'étaient pas si bonnes que ça, autres que les points de commande. Puis c'est juste au début de la bataille. Là, c'est à chaque phase de notre phase de héros. Tu vas avoir Ouais, besoin de points de commandement aussi parce que ouais, tu vas vouloir faire ton fly ice, un point de commandement, tu vas vouloir tirer puis vraiment c'est détruire, ça. tu vas prendre un all-out attack, ça va être un autre point de Ton commandement. rally, ton Ton rally, rally, fait que mhm, rapidement, tu vas brûler tes CP, fait que si t'es hâte d'aller en chercher quelques-uns de plus avec ça. c'est ça. Honnêtement, c'est pas un mauvais choix. Euh, je pense pas que ça va être mon premier choix, mais c'est pas un mauvais choix certainement. Puis en plus, dans les War on va le voir, ben, on peut avoir Brock, qui Brock et c'était souvent un peu là, le punching line, un peu si on veut, là, c'est un petit peu la joke Caradron, là, à un moment donné, il va coûter 0 point puis personne ne va le prendre pareil, là. Ben là, tu sais, soudainement, il devient intéressant quand même. Et lui, il est lié à Baraknar quand même. OK. Le deuxième que tout le monde jouait avant et que plus personne va jouer maintenant, c'est Barak Zilfin. Zilfin qui était reconnu pour avoir son infâme mouvement en phase de héros. Donc, pratiquement tous les joueurs qui ont joué Caradron se sont fait Zilfin Move dans la face une fois dans leur vie, se sont fait lancer un Vortex Skaven ou un Purple Sun ou quoi que ce soit avec un Ironclad plein à rabat. Ben, on ne le verra plus. En fait, ce que cette sous-faction nous donne, ça nous donne un Endrin Work de plus dans notre armée. Donc, un bateau de plus peut avoir un artefact. Bon, je pense qu'on va passer à autre chose. Si on veut vraiment avoir ça, il y a un trait de commandement aussi. Tu sais, je dédie une sous-faction entière pour avoir un trait de... Non, ça vaut pas la peine. Le troisième, c'est mon go-to. En fait, c'est la sous-faction que j'adore jouer. Euh, Avec le Battletome précédent, je m'entêtais à vouloir le faire marcher. Mais là, je pense que vraiment, c'est vraiment celui qui est le meilleur. C'est Barakzon. En fait, on ajoute +1 pour toucher et blesser pour les attaques de tout ce qui est Skyfarer, donc tout ce qui est pas des bateaux dans le fond, lorsqu'on fait un mouvement de charge. Donc, il faut se rappeler qu'avec la frégate, on va voir plus tard, lorsqu'on charge avec la frégate, les unités débarquent, font un mouvement de charge. +1 to hit, +1 to wound. Oui, s'il vous plaît. Ça fait une grosse différence sur C'est énorme. l'efficacité des unités. C'est énorme. Donc, on va le Hmm. voir avec les Skywarden tantôt, les Endrin Riggers. C'est avant des unités de Caradron qui chargeaient, c'est juste drôle. Maintenant, c'est plus tant drôle. Ben, c'est encore drôle, mais pour l'autre joueur, mettons, c'est pour nous, en fait. Ça a changé de côté de table. Ouais, ça change un peu. Les autres, quand même, et juste une petite parenthèse aussi que j'ai oublié de spécifier, en Barak Zilfin, c'est encore les frégates qui sont en ligne. Et à Barakzon, maintenant, une nouveauté, ce sont les Skywarden qui sont en ligne. Donc, avant les Skywarden étaient en ligne, c'est notre général était l'Engine Master sur dirigeable. Et plusieurs disaient, ben, il me semble, les Skywarden, c'est comme l'unité par excellence.
de Barrack Zone. Puis, en tout cas, pourquoi un ingénieur les rendrait ligne? Mais là, ils ont corrigé le tir, puis c'est vraiment uniquement, c'est dans Barrack Zone qu'ils sont en ligne. Le suivant, qui est pas piqué des verts non plus, c'est Barrack Urbaz. Donc, Barrack Urbaz qui, eux, à la base, rendent des gun haulers en ligne. Et on peut choisir un article, un deuxième article. Fait que là, on peut aller chercher le 4 plus rally et on peut aller chercher le plus un to wound sur une cible. Ouais, ouais. Là, c'est intéressant. Fait que je pourrais certainement voir, puis encore une fois, c'est différent de Engine Work, que c'est comme sur un modèle. C'est lui, là, c'est toute l'armée qui ont le plus un to wound. Donc, je pourrais très certainement voir cette faction-là quand même jouer. C'est pas inintéressant, là, quand même. L'autre, la suivante, Barack Mornar, qui est à peu près un des deux seuls stratopares qui ne rend pas, qui ne débloque pas davantage d'unités en ligne. Barack Mornar, qui était très reconnu pour le Gale Force Stave avant, là, que plusieurs joueurs jouaient cette faction pour l'artefact, qui diminuait une charge de moitié. Vincent, je pense que tu l'as subi à quelques reprises dans différents tournois, là. Ben ça n'existe plus. Mais l'habilité est pas piquée des verres. Je sais pas, je suis vraiment je sais pas où me situer. Jasais avec l'ami de la chaîne, Patis, l'autre fois par rapport à ça. Lui est très vendu à ça. Moi, je suis comme un peu plus. En fait, c'est que dès qu'il y a un ennemi qui échoue un habilité de commandement, donc qui envoie un commandement et qui est à dans 12 pouces de n'importe quelle unité Barrack Mornar, fait que n'importe quel modèle de votre unité, sur un 5+, l'ordre n'est pas reçu et le point est dépensé. Donc, c'est du bon contrôle. Les armées qui dépendent de leur point de commandement, tu sais, en dedans de 12 pouces de n'importe quelle unité, c'est quand même pas rien. Mais ça reste sur un 5+. Tu sais, je ne sais pas chez quel point je voudrais baser ma sous-faction sur ça. Ça peut être très fort, mais je sais pas. Je suis vraiment, tu sais, je vois du potentiel, là. Puis Mhm. enlever en all-out defense, all-out attack, ben, tu sais, pas rally, mais ben, rally aussi, mais ou enlever, mettons, Inspiring Presence. Tu sais, je vois l'utilité, je la vois là. Mais c'est l'habileté C'est 5 de Lady plus. Linder, mais sur toute C'est ça. ton armée. Exact. La seule chose, c'est que moi, quand j'ai joué Lady Linder, j'ai souvent dit à mes adversaires, ben, l'unité elle-même se donnait, l'unité qui est engagée se donnait elle-même l'habilité de commandement. Je dis, ben non, mais prends juste ton général qui est Ben, c'est ça. 13 pouces en arrière. Le général va donner l'habileté, puis t'es Ben, c'est correct. ça. Dans le fond, je peux pas C'est te ça. l'enlever, là. Fait C'est que pas, c'est pas recevoir, c'est donner. Donc, donné. Fait que si ton général, tu le laisses un peu en retrait, tu peux contourner cette règle-là. Mais comme c'est toute l'armée adverse, ça peut être assez difficile là, de contourner cette règle-là, exact. finalement. Exact. D'où mon scepticisme Mhm. contrôlé, je te dirais, là, personnellement. Et finalement, la dernière sous-faction qui, encore une fois, qui sort un peu des sentiers battus, puis je déteste pas, c'est Barrack Thring. Donc, Barrack Thring qui est réputé au niveau du lore comme étant la sous-faction ancestrale, celle qui vénère encore les dieux, qui est plus traditionnelle. Ben, elle, dans le fond, c'est qu'on les prêtres du Ardin, donc on pense au Rune Lord, ou ça peut être en fait n'importe quel prêtre Fire Slayer, ça peut être un Rune Smiter, ça peut être un Rune Master, va connaître une prière, donc en plus de celle qu'il peut connaître, et elle n'est pas piquée des verres. C'est Rune of Ancestral Guidance. En fait, c'est qu'on choisit, c'est un answer de 3, et c'est 16 pouces de portée. On choisit des Arconautes ou des Groundstock Thunderers, euh, donc dans la portée, et jusqu'à la prochaine phase de héros, donc chaque 6 pour toucher, va générer un nombre de blessures mortelles selon le dommage de l'arme. Euh, donc, des 6 qui explosent en blessure mortelle, c'est quand même pas si pire. Des Thunderers, c'est quand même beaucoup de tirs. C'est pratiquement juste du dommage, à l'exception du canon. Mais ça reste que c'est une source de blessure mortelle à distance, quelque chose qu'on n'a pas beaucoup. Euh, donc, c'est pas inintéressant. Mais de baser la sous-faction sur potentiellement un modèle, peut-être deux, pour avoir de la redondance, que je peux éliminer relativement facilement, je sais pas. Mais c'est un bel ajout, je trouve. Un beau petit clin d'œil à l'aspect traditionnel, en fait, là, Ouais, puis j'aime ce type de règle-là parce que souvent les alliés, ils manquent de saveur. On amène un allié, Oui, c'est que son War Scroll en soi est très très bon, mais il apporte c'est ça. généralement rien à notre armée, il n'y a pas d'interaction. Fait C'est que là, ça. ils ont donné une façon d'amener des alliés qui vont avoir une interaction avec ton armée. Pour les joueurs qui jouent un Exact. peu plus fluff, c'est le fun comme sous-faction. Oui, tout à fait. Tout à fait. J'aime pas ça.
On passe ensuite à la section match play, grande stratégie, tactique de bataille. Ouais. Est-ce que c'est bon? Est-ce que l'armée est avantagée par rapport aux autres armées qui ont des mauvaises grandes stratégies ou battle tactiques? Euh, Grande stratégie, c'est pas mal kiff. Je pense qu'il y en a une qui est quand même relativement facile à faire. Euh, Mettons Rule the Skies qui, non, en fait, là, à la fin de la bataille, dans le fond, je la complète. C'est une ou plus, un Sky Vessel ou plus sur le champ de bataille et qu'il n'y a pas d'ennemis Behemoth qui peuvent voler sur le champ de bataille. Fait que, tu sais, ça implique, mettons que si tu as un Sky Vessel, ben, il faut qu'il survive. Fait que, tu sais, l'ennemi peut juste éliminer ton Sky Vessel. Tu sais, j'aime pas celles qui ont plus qu'une condition. Tu sais, il faut que moi, j'aille des volants, l'autre en ait pas. Je sais pas. Parce que dans ma liste, moi, j'ai un bateau. Donc, c'est sûr que c'est pas un choix qui est super intéressant. Deuxième, c'est Defend the Flagship. Donc, je dois avoir un amiral absolument. Donc, l'amiral, il doit être mon général. Donc, l'amiral et son flagship, son vaisseau qui est lié, doivent survivre. Donc, encore une fois, dès qu'on en tue un des deux, c'est fini. Le troisième que je pense qui est quand même relativement faisable, après le déploiement, l'adversaire doit choisir un élément de décor, peu importe où sur le champ de bataille, et à la fin de la bataille, je dois contrôler cet élément de décor-là. Donc, bien, j'ai quand même du mouvement, j'ai quand même un peu de board control, ça peut être bien. Donc, je pense que je le déteste pas. Et l'autre, c'est un petit peu la tradition, en fait, là, des nouveaux BT, là, c'est Guided by the Code. Je dois réussir 4 tactiques de bataille qui doivent être toutes des tactiques de bataille du livre, donc que personne ne va faire parce qu'en faire 4 euh, du même livre, donc ça ne... Non. Fait que je pense que ça va être Prospector Fleet que je déteste pas. Mhm. Donc, quand même bien Quand intéressant. même bonne. Ouais. Mhm. Au Ensuite, niveau des... tactique Oui, de bataille. les tactiques, ça, par exemple, on a quand même été choyés, je te dirais, là. On a eu, dans le fond, les trois tactiques de bataille qui étaient dans le tombe célestial, qui ont été, une qui a été entre autres là, légèrement refaite. On a Bombing Run, en fait, là, qui est choisi une unité ennemie. Je pense pas qu'on avait à choisir dans le tombe célestial. Je pense que c'était juste si une unité ennemie détruite par des bombes, on l'a fait. Donc, on la complète. Si cette unité-là a été détruite par des bomb racks. Les bomb racks, on va le voir plus tard, il faut passer par-dessus une unité. C'est dicey, je dis pas que c'est, tu sais, s'il reste un modèle à un point de vie, puis j'ai ma frégate, bon, tu sais, j'ai 8D, je vais rouler un 4 plus là-dessus, tu sais, oui, ça peut se faire, mais tu sais, c'est pas quelque chose que je vais tabler. Tu sais, je pense, entre autres, là, je pense que c'est Path of a Champion dans les nouveaux scénarios que si on contrôle un objectif avec un Galatian Champion, on va faire plus qu'une tactique de bataille, ben, ça peut être un genre de tactique qu'on peut tenter dans une situation semblable, mais encore là, ça implique qu'on ait plusieurs Sky Vessels. C'est pas impossible, mais c'est pas non plus une que je jugerais hyper pertinente. La deuxième, Mobilize the Fleet, je peux pas la prendre à la première ronde de bataille, donc, mais les autres, je choisis 3 unités qui ne sont pas dans un Sky Vessel et ils doivent terminer le tour embarqués dans un Sky Vessel. Elle va être relativement facile à faire. Euh, donc, même si c'est pas la première ronde de bataille, je peux bouger le Sky Vessel, puis tu sais, tu sais, je peux bouger la frégate, je peux faire bouger mon unité dans le vaisseau, 3 unités, puis tu sais, je tire tu sais, ça se fait très très bien. En fait, c'est Euh, automatique, tu avais un parfait contrôle. Là. Tu peux mesurer Ouais, avant. Tout ça, tu vas pouvoir bouger, je vais pouvoir les faire exact, embarquer, c'est beau. Il n'y a pas de exact, jet de dés, il n'y a pas. tout Fait à que fait. c'est une bonne battle tactique. Ouais. On a l'autre, Boots on the Ground, c'est que je choisis 3 unités qui sont dans un Sky Vessel et je dois les faire débarquer, mais par contre doivent être complètement dans le territoire ennemi. Donc, c'est un scénario que le territoire est plus petit, plus difficile, mais encore une fois, c'est quelque chose qu'on peut relativement facilement compter. Donc, une tactique relativement faisable. Les 3 autres, en fait, qui ont été pardon, qui ont été rajoutés, les 3 sont très faisables aussi. Là. Opening Salvo. Très, très drôle, celle-là. En fait, je peux juste prendre cette tactique-là si aucune unité, autant les miennes que celle adverse, ont été détruites dans la bataille. Fait que souvent, on s'entend, c'est tour 1. Et je la complète si une unité ennemie qui a été détruite dans ma phase de tir. Ouais, Donc, OK. d'accord. Fait que tour 1, ça se fait très, très bien. Si bien sûr, j'ai rien perdu.
dans le premier tour, ou si je joue en premier, peu importe, là. Deuxième, Blast Them to Smithereens, toujours intéressant aussi. Alors, elle aussi, c'est quand même assez drôle. Choisis un objectif sur le champ de bataille en dans 12 pouces de n'importe quelle unité ennemie. Je complète la tactique s'il n'y a aucune unité ennemie en dans 12 pouces de l'objectif à la fin du tour. Fait que tu as une unité que sur un objectif, ben je le détruis, cette unité-là, puis c'est fait. Donc, c'est, encore une fois, c'est relativement simple, assez straightforward. Et la troisième, Stake a Claim. Donc, je peux faire cette tactique-là uniquement si je contrôle moins d'objectifs que toi au début de mon tour. Et je l'ai si j'en contrôle plus que toi à la fin de mon tour. C'est la même chose que celui des Fire Slayers. Et ça, il y a un beau petit truc, en fait, là, que j'ai fait l'autre fois avec ça, là, c'est que dans une game à trois objectifs, dont un au milieu, je pense que c'était In the Presence of Idols. Euh, avec mes Fire Slayers, mon adversaire s'est mis sur son objectif, rien sur le milieu bien sûr, et moi j'ai rien mis sur le mien non plus. Fait qu'il me dit ben commence, parfait, je vais faire cela, t'en contrôles un, j'en contrôle zéro. Fait que tout ce que j'avais à faire, c'est amener un modèle sur le but du milieu, prendre le mien, puis j'ai fait ma tactique de bataille. Donc je m'étais déployé sur le mien, on aurait eu le même nombre d'objectifs, donc je peux pas faire cette tactique-là. Et là, en me déployant hors de mon objectif, même s'il vient le prendre, je m'en fous, éperdument, ben voilà. Fait que je fais une tactique assez facile. Fait que, tu sais, honnêtement, côté tactique, on est choyé, là. Ouais, ouais, puis encore une fois, on l'a souvent dit, mais les livres qui ont des bonnes tactiques faciles à faire, assez sûres, sont vraiment avantagés. Ouais. J'ai entendu parler d'un tournoi où ils donnaient seulement un point pour les tactiques de bataille des livres, puis deux points pour les Ah, je tactiques de sais pas. bataille du manuel du général. Je sais pas, si c'est une façon d'essayer Ouf. d'équilibrer la différence entre les armées qui ont des bonnes tactiques de bataille ou pas. Je sais pas où je me positionne par rapport à ça, mais visiblement, on n'est pas les seuls à voir qu'il y a des fois une petite difficulté là, avec l'équilibrage des livres en raison des battles tactiques et des grandes stratégies. Ouais, non, c'est ça. Ben, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Tu sais, je veux dire, ça fait partie. Tu sais, est-ce qu'il y a un équilibrage qui est nécessaire? Est-ce que, tu sais, Caradron, c'est peut-être une armée qui va avoir plus de misère à avoir des objectifs sur le champ de bataille? Est-ce que ça peut jouer un peu là-dedans? Je sais pas. Je sais pas. Mais j'aime pas tweaker des règles maison comme ça, même si certaines armes sont avantagées plus que d'autres. Tu sais, on peut avoir une autre saison qui va, tu sais, qui va avantager plus des armées que d'autres, je sais pas. Ouais, puis moi, ce que j'aime pas après ça, c'est quand Games Workshop compile les résultats des tournois partout. Si certains tournois jouent avec des règles maison et tout, ben ça fausse les données qu'ils vont avoir. Fait que Ouais. si jamais ils se rendent compte qu'il y a un problème d'équilibrage parce que l'armée est trop forte et qu'elle a des bonnes batailles tactiques et une bonne grande stratégie, ben ils vont ajuster en augmentant les coûts des points des unités, peut-être faire un errata ici ou là sur une unité qui est trop forte. Mais si on se met à tweaker les règles, là, ça fausse leurs données qu'ils vont avoir. Fait que je suis pas sûr que j'aime ça. Tu sais, je regarde par exemple Sons of Behemoth, là, qui eux autres, tu sais, déjà que leurs tactiques de livre sont dures à faire, là. C'est comme, puis tu sais, la plupart des tactiques du General's Handbook ne peuvent pas se faire. Fait que là, tu leur dis, ben, faites les vôtres dans votre livre. Ah, mais scorez moins de points. Mhm. Et tu sais, non, regarde, il va toujours avoir des armées qui vont avoir un petit avantage, un petit désavantage, mais ça fait partie de la game. J'aime pas ça nécessairement qu'un TO décide, tu sais, unilatéralement de punir un paquet. Tu sais, je sais pas. Non, moi, j'aime pas tant ça, je te dis. C'est mon point de vue. On passe ensuite aux bataillons. Est-ce qu'il y a des bataillons qui sont jouables? Tu sais, moi, en tout cas, je vois pas nécessairement l'intérêt tant que ça. Tu sais, l'attaque squadron pourrait potentiellement avoir un peu de jeu à la place d'un Warlord, peut-être, dépendamment de ta composition d'armée. C'est deux frégates et c'est deux unités d'Arconautes. C'est des choses qu'on veut quand même mettre dans son armée. Peut-être pas deux frégates, en tout cas. Donc, on donne une amélioration de plus et on a également Swift, donc qui nous font, une fois par bataille, là, une unité peut avoir une charge de 6, une course de 6 pour lancer une charge. Pourquoi pas? Je, je pourrais potentiellement le voir si on va avoir deux artefacts, peut-être. Un Warlord plus ça, potentiellement. Mais là, on tombe avec beaucoup de drops. On tombe avec un 7-8 drops, si on prend comme entourage, peu importe. C'est beaucoup de drops pour Caradron, je trouve. Mais c'est des unités qu'on va sûrement avoir de toute façon. L'Escort Wing, non. L'Escort Wing, c'est deux Gunhauler puis Thunderers, puis on peut monter avec un Huntlad, une frégate, ces choses-là. Mais tu sais, pour avoir essentiellement un Heart Attack Only Shell gratuit, je le vois pas. Fait que, non, je pense pas que ces bataillons vont avoir tant de jeux que ça, je te dirais.
C'est rare que les bataillons dans les livres sont bons ou qui sont jouables, là. On n'en voit pas beaucoup. On en voit, mais pas souvent. Ben, celui des Gloomspire, celui des trolls là, qui a Unified avec deux trolls, là, ça peut quand même. C'est pas inintéressant aussi. Pas Unified, mais qui a un artefact, je pense. Ah, j'ai un blanc. Mais je sais qu'il y a un bataillon avec deux trolls là, qui est intéressant. Mais oui, c'est effectivement. Et on passe maintenant au Wash Roll. Mhm. Petite note, ils sont peut-être pas exactement dans l'ordre du livre. J'ai eu un petit peu de C'est misère à pas, faire la composition de la présentation. c'est pas grave. On commence avec Drake Flynn. Quel beau Mhm. modèle, soit dit en passant. Mais c'est peut-être moi qui est fou, puis je sais, mais j'avais comme, il me semble quand il est sorti, il était associé à Barak Zilfin. Je peux me tromper, là, puis quelqu'un dans le chat pourra me corriger, là, mais j'ai comme un vague souvenir qui était associé à Barak Zilfin, alors que là, il est associé à Barak Mordor. Euh, donc, ça change pas grand-chose. Euh, mais essentiellement, Drake Flynn peut aussi shut down en Barak Mordor là, les habilités de commandement. Euh, de ce que je pense, il n'a pas changé. Donc, je pense pas que le War Scroll a changé, c'est-à-dire, il y a encore lié à une frégate. Cette frégate-là peut relancer les courses et les charges quand Draki est monté dans ce vaisseau-là. Donc, on va le voir avec les règles de l'amiral. Dans le fond, la frégate de Draki ne peut pas être un flagship, mais on a la chance et le privilège d'ajouter un dommage aux boarding weapons qui sont 6 attaques, 4+, Podren. Donc, ça fait un monde de différence. C'est des tonneaux qui sont juste plus hautes ou des planks qui sont juste avec des clous. Bref. Sinon, on va avoir la règle aussi du Skyhook auxiliaire qui est pas triste. Donc, à la fin de la phase de combat, euh, euh, donc, quand lui a combattu, si tu en proposes un monstre sur un 2+, 3 blessures mortelles, pas triste. Et sinon, Lightfinger, qui est intéressant. En fait, là, au début de la phase de combat, si Draki t'en donne un pouce d'un héros qui a un artefact de pouvoir, il peut essayer de l'emprunter, ce qui est quand même très drôle. On lance un dé, puis sur un 3+, l'artefact ne peut plus être en usage. Donc, un beau petit shutdown intéressant. Donc, oui, c'est un beau modèle. Euh, je pense qu'il est 130 points. Donc, un peu plus cher qu'un amiral. Une arme de tir intéressante. Là, tu sais, 2d6 tirs à 9 pouces quand même. Mais du 3-3 moins 1-2, c'est pas triste. Au corps à corps aussi, quand même, 3 attaques, 3-2, moins 2-3, moins 2-2, pardon. Donc, il n'est pas inintéressant, mais le fait qu'on peut pas avoir d'artefacts, de trucs de commandement, ces choses-là, j'ai de la misère à mettre dans ma liste, par exemple. Je trouve qu'il y a Ouais, ouais. d'autres héros qui en valent plus la peine, mais intéressant, puis il peut avoir certainement des petits tricks. Shutdown des common abilities, shutdown des artefacts. Tu sais, c'est pas pire. Ensuite, et là, dis-moi que c'est jouable, ce modèle-là, pour une fois, qu'on va le voir sur les tables. Brock. Oui, en fait, Brock, il est rendu quand même intéressant. Euh, Tout d'abord, on a son Grungstone Boss. Et je vais dans les War Scroll, en fait, avec les différentes modifications, parce que sinon, ça prendra 8 ans, là. Essentiellement, son canon est tombé à dommage D3+3 au lieu de D3, donc vraiment intéressant. Et sa mitraillette tombait à dommage 2. Sinon, c'est la même chose au niveau du profil d'attaque. Il est maintenant un War Master, donc comme d'autres héros le sont. Fait que tout ce que ça amène également à ce niveau-là. Euh, et c'est son pistolet moustache qui a fait sa renommée. En fait, avant, c'est l'attaque de tir. Là, c'est maintenant, après qu'il soit battu, c'est encore des ennemis en dedans de 3 pouces sur un 2+, c'est des 3 mortels. Fait que des petites blessures mortelles. Il a perdu son habilité de faire des blessures mortelles quand il chargeait, par contre. Mais bon. Sinon, on a en fait, c'est là que ça devient intéressant, là. Avant, c'était une bulle de 24 pouces. Les unités Baraknar relancent leur charge. Là, maintenant, c'est plus une attaque aux unités Baraknar quand ils sont complètement dans le 12 pouces. On va le voir Ouch. avec les Skywarden puis avec l'Engine Riggers, ce n'est pas inintéressant. Donc, quand même, du bon tir vient buffer les unités que maintenant qu'on veut qu'elles soient buffées. Ça, c'est intéressant. Puis sinon, on a aussi une habilité de commandement qui est Command de Fleet, là, qui est au début de la phase de mouvement, qui n'est pas une habilité euh, qu'il avait en fait, là. On choisit jusqu'à 3 vaisseaux amis qui sont à plus de 3 pouces des unités ennemies, donc qui reçoivent ce commandement-là. Et on peut relancer les courses et également on peut
Run and shoot. courir, run and shoot and charge, exactement. Donc, c'est cool. Donc, il peut donner vraiment de quoi intéressant. Fait que c'est vraiment, on voit que c'est un gars d'assaut, là. Je le vois dans une frégate avec un bateau, puis tu sais, oui, je peux le voir. Je pense qu'il est à 220 points de mémoire, là. Donc, il a augmenté en points, mais dans une liste Baraknar, là, il peut très certainement avoir son mot à dire, là. Vraiment. Ah, Le plus il une y a un attaque. bel éventail d'habiletés. Ouais, donc c'est une belle habilité de commandement au niveau des Sky Vessels, plus le fait qu'il donne plus une attaque, et ce n'est pas une habilité de commandement. Oui, c'est vraiment intéressant parce que lui-même, en fait, est un Skyfarer. Fait que lui tombe à 5 attaques s'il charge aussi. 5 attaques, 3-2, -2 D3. Correct. C'est quand même pas triste. Ouais, exact. C'est un bon héros de corps à corps. Ouais, exact, tout à fait. Sinon, on a l'amiral. L'amiral qui, encore une fois, a vu son War Scroll changer du tout au tout, du Battle Tome au Tome Célestial au Battle Tome. Donc, encore des gros changements. On l'a vu tantôt avec deux de ses règles qu'il avait, deux de ses munitions qu'il avait, qui sont maintenant des artefacts de pouvoir. Essentiellement, qu'est-ce qui a changé? Ben, son profil d'attaque n'a pas changé. Donc, un profil d'attaque qui est vraiment intéressant quand même. Sinon, on a la règle flagship, donc on peut le lier avec soit une frégate, soit un ironclad. Et une fois par tour, je crois, ouais, par tour, donc autant de tour adverse que notre tour, il peut donner une command ability sans dépenser de points de commandement à son flagship. Donc, ce qui est vraiment intéressant quand même. Donc, c'est potentiellement 2 CP gratuits par ronde de bataille. Sinon, il conserve ses Grudge Breaker Round, qui était sa troisième munition, le moins un Dren dans 12 pouces. Et ça, c'est automatique. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Donc, avoir une unité, ben, eux autres sont moins un Dren pour la phase de tir. C'est vraiment intéressant. Et sinon, il gagne deux habilités de commandement. J'en ai testé une, c'est vraiment cool. C'est Bring Every Gun to Bear. Essentiellement, c'est sur un Sky Vessel qui n'a pas bougé, qui n'a pas fait de flyer, qui n'a fait aucun mouvement en tant que tel, aucun normal move, euh, aucun. Il faut que ce soit stationnaire, là. Donc, un tour sans bouger. Euh, et dans le fond, on peut ajouter un tir à l'armement principal. Fait que, tu sais, quand c'est sur un Skyhook, il peut faire potentiellement 6 dommages sur un monstre. Mhm. C'est quand même intéressant aussi. Sinon, l'autre, c'est Command the Skies, qui est une autre command d'habilité, en fait, là. C'est un amiral, donc ça va cibler forcément un Sky Vessel. Et cette unité-là peut relancer ses courses. Et en plus, on peut courir et quand même tirer chargé, donc comme Brock, mais cette fois-ci, c'est à un Sky Vessel au lieu de trois. Encore une fois, il y a du play. Fait que là, on commence à avoir quand même euh, la possibilité de maxer les habits de commandement sur les Sky Vessels. Fait que la note de bas de page qui peut en faire deux par phase, il y a peut-être une utilité, je te dirais. Mais pour moi, l'amiral, c'est auto-include. Euh, c'est un bon petit modèle, il y a quand même du bon dommage, des bonnes règles. Il fait des CPI gratuits sur un Sky Vessel. Donc pour moi, c'est un modèle qu'on met sur la table. Clairement. Ensuite, on a le nouveau modèle, le tout nouveau modèle, le Code Wright. Oui, le Code Wright, là, je suis vraiment mitigé parce que d'un côté, tu sais, comment dire non à un modèle qui se bat à coups de battle tome? Tu sais, on va être franc, là, tu sais, je veux dire, en fait, je pense hommage au Gentleman 14, je pense que le mien, je vais l'appeler Xavier. Tu sais, je pense que j'ai pas le choix, là. C'est un vrai lore master, en fait. Le Code Wright, en fait, a des attaques négligeables de tir et de corps à corps, en fait. Tu sais, c'est vraiment. Ah, on s'entend, il se bat à coups de battle tombe, fait qu'on s'attend pas à grand-chose. Ces règles sont intéressantes. C'est-à-dire qu'au début de la phase de héros, si tu as 6 pouces d'un héros Caradon Overlord, dans un vaisseau, ça se fait automatiquement, dans le fond, là. Je lance 2 dés 4+, chaque 4+, c'est un CP. Donc, une source de CP vraiment intéressant. Et l'autre, I think you'll find, dans le fond, c'est sa règle, dans le fond, là, que c'est une action héroïque, en fait, qui peut faire plutôt qu'une action héroïque là, du tour. Là. En fait, c'est que je lance un dé. Sur un 1, il se passe rien. Sur un 2, 3, je peux prendre une nouvelle footnote qui n'a pas été prise. Et sur un 4, 4, 5, 6, je peux prendre un nouveau footnote et ou un nouvel amendement. Donc, les amendements sont les règles qui sont peut-être un petit peu moins intéressantes. Je sais pas, 90 points, c'est pas tant cher pour des CP. Mhm. C'est pas tant cher pour avoir un potentiel, mais je me demande, j'ai de la misère à voir quel héros j'enlèverais de ma liste.
pour le mettre. Et j'ai pas encore trouvé. Donc, le Code Red, tu sais, je le peins, puis je vais l'appeler Xavier. Mais tu sais, sinon, je pense pas que je vais lui trouver une liste du moins vite comme ça, là. Tu sais, parce que les footnotes, je trouve qu'ils valent pas nécessairement toute la peine. Les amendements changés, c'est très, très anecdotique. Fait que les CP, je sais pas. Tu sais, on dirait que j'ai de la misère à trouver une place. De ce que je comprends, tu as déjà une bonne liste dans ta tête, puis là, ça rentre Ah pas oui, dedans. exactement. Exactement. Endrin Master à pied. Donc, des changements notables. Il a pris un point de save, donc il est rendu à 3 plus sauvegarde. Il a également perdu, tout comme la version sur dirigeable, son attaque de tir, le Eye of Grungni, qui est un tir à 9 pouces. Par contre, ces règles ont changé un petit peu, en fait. Donc, au début de l'aérophase, avant, c'était guérir des 3 points de vie. Là, c'est guérir 3 points de vie à un strato vaisseau en dedans d'un pouce ou qui est embarqué. Il a perdu sa command ability, donc il pouvait donc donner un petit boost là, au Endrin Riggers pour guérir un Sky Vessel. Et maintenant, on le remplace par une habilité en fait qu'il peut faire avant d'avoir guéri. Je lance un dé sur un, le vaisseau subit des 3 blessures mortelles parce que j'ai raté mes réparations. Et sinon, si je l'ai en fait, là, si j'ai 2+, le vaisseau va être top bracket, va prendre sa plus haute valeur sur achat d'unité. Un héros qui coûte pas tant cher et aussi il a perdu ses règles en fait bien important qui faisait 3 blessures mortelles sur un 6 to 8. Donc guérir 3 blessures flat, très bien. Il a maintenant accès au Phosphorite Bomblets pour ceux qui ça leur intéresse. Un héros, je pense, à 80 points, donc très très peu coûteux, qui peut guérir un vaisseau. J'en prends un. J'en prends un juste pour guérir, puis c'est une petite unité de plus au corps à corps qui peut puncher. 6 points de vie à 3 plus, comme assez endurant, c'est un Galatian Champion. Donc, ouais, je le mets sur la table. Excellent. Et qu'en est-il du chimiste? Ouf, ça, j'en mets un, puis j'en mets deux sur la table. Euh, En fait, au niveau de son profil d'attaque, encore une fois, c'est inchangé. Ce qui a changé, c'est son habileté Detect Augmentation. Avant, c'était on relançait les 1 to 8. Là maintenant, et c'était au début de la phase de héros. Là maintenant, c'est au début de la phase de tir. Fait que je peux techniquement le bouger, le sortir d'un vaisseau, puis faire son habileté. Euh, donc, là, c'est une unité en dedans de 12 pouces qui n'est pas embarquée, pour mentionner comme c'était avant, et je donne -1 de rend aux armes de tir de l'unité. C'est juste du bonbon. Ça règle donc au corps à corps, maintient donc -8 aux unités qui attaquent en dedans de 3 pouces. Et surtout, bien sûr, ben, on lui met un Spell in a Bottle qui coûte le même nombre de points que le chemiste. Donc, avec le Purple Sun, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est auto-include, puis donc, dépendamment là, du build qu'on veut jouer, c'est un ou deux chemistes, là. Peut-être même trois, en fait. J'ai vu des builds avec trois, là. Mais c'est un héros qui coûte pas cher, le moins un Drand, tu sais, c'est tellement bon dans le méta actuel, là. Donc, ouais, j'en mettrais sur la table allègrement. Ensuite, l'Engine Master, mais celui-ci avec la bulle, le dirigeable. Oui, je l'ai pas. Son canon a pris 6 pouces de portée. Ça, c'est bien. Sinon, il a perdu également, à l'instar du Engine Master avec son harnais, il a perdu son Eye of Grungni. En fait, petite précision, là, les deux Engine Master, dès qu'ils sont inclus dans l'armée, pas comme général, les Engine Riggers deviennent Battle Line, donc deviennent ligne. Donc, c'est déjà intéressant à ce niveau-là. Sinon, en fait, la même règle, Android Master, il va guérir 3 points de vie à un Sky Vessel en dedans d'un pouce. Et il va également ajouter un au jet de réparation d'Android Rigger. Avant, c'était une habilité de commandement, là, ce n'est plus. Donc, c'est comme une habilité qui est passive, donc intéressant pour réparer les Sky Vessels à ce niveau-là. Il est intéressant, je pense qu'il va encore avoir du jeu. Ça reste un Galatian Champion qui a 8 points de vie à 3 plus, qui bouge de 12 pouces. Intéressant. Un petit peu dispendieux à 170 points comparativement aux autres choix de héros, mais je peux quand même le voir potentiellement là, sur la table. Hein? Oui, l'Etheric Navigator.
Ben moi, c'est mon deuxième héros, en fait, là, que je mets sur la table immédiatement, en fait. Là. Pourquoi? Ben, ses habilités ont changé, c'est-à-dire qu'il peut encore, si on profil d'attaque est inchangé, c'est la même chose. À noter qu'on a perdu le Flare Pistol, qui était un artefact qui était souvent lié au navigateur que je jouais, donc qui donnait un roll to hit là, sur une unité ennemie une fois par partie durant la phase de tir. Il maintient son habilité de pouvoir dissiper un sort et d'enlever un sort persistant. Ça reste. Euh, et avec Read the Winds, en fait, qui est une habilité qui a été refaite, on lance 6 dés. Peu importe le nombre de navigateurs qu'on a, on peut en avoir 6, 1. On lance 6 dés. Chaque 1 qu'on va rouler. En fait, on choisit une des deux règles. Storm, donc chaque 1 qu'on a roulé sur nos 6 dés, on choisit une unité en dedans de 30 pouces, donc 30 pouces c'est très très large, et l'unité subit D3 blessures mortelles. S'il y a des blessures qui ont été allouées mais qui n'ont pas été euh, prévenues, ben, l'unité va être demi-mouvement. Donc, c'est potentiellement 6 unités ennemies qui seraient demi-mouvement. Ou à l'inverse, on peut choisir les 6. Donc, chaque 6 qu'on va rouler, on choisit un Sky Vessel en dedans de 30 pouces. Et ce Sky Vessel-là fait un normal move de D3 plus 3 pouces. Donc, vraiment intéressant. Puis avec Stormcaller, qu'on avait comme trait de commande plutôt, on peut relancer. Fait qu'on peut vraiment tenter d'avoir des 1, tenter d'avoir des 6, dépendamment de la situation. C'est une très belle habilité. Et ce modèle-là peut avoir également le Void Stone Orb, qui est un auto-unbind, qui je pense a certainement sa place dans une liste. Fait qu'à 85 points, là, c'est un excellent Ouais. choix de héros. Ouais, vraiment. Un très bon choix de héros. Sur Mais la là, on passe à table. la raison pour laquelle les gens jouent les Caradron Overlord, les gros bateaux. Ouais. Puis, je vais être très franc, là, depuis le début, en fait, j'ai toujours préféré la frégate au Ironclad là, pour un paquet de raisons. Là. J'adore l'esthétique de la frégate. Et la frégate, en fait, c'est un des, je dirais, des trois très grands gagnants du livre. La frégate, c'est. Puis, en fait, c'est que la frégate était toujours perçue, puis avec raison, comme étant ben, un demi-Ironclad. Tu transportes moins de modèles, tu tires moins, mais tu fous la moitié des points. Il n'y avait pas vraiment un rôle différent. Là, clairement, et chapeau Games Workshop, ils ont vraiment trouvé un rôle pour l'Ironclad, un rôle pour la frégate. Donc, tout d'abord, la frégate a gagné des points de vie, je pense que de 12 à 15, si je ne me trompe pas, est tombée à 3 plus sauvegarde. Donc, tous les Sky Vessels sont maintenant à 3 plus sauvegarde. Merci, c'est un tas de métal. Ça devrait être quand même relativement dur à tasser. Euh, Qu'est-ce qui a changé en fait? C'est tout. Tout a changé, sauf, je pense, les attaques de corps à corps, les 6 attaques de boarding weapons, là. En fait, les carbines non plus n'ont pas changé. Ça, je vais le mentionner. Les canons ont changé, l'armement a changé. Maintenant, en fait, le canon ou le Skyhook. Avant, tout le monde jouait le canon parce que le Skyhook donnait plus de charge puis avait une seule attaque qui était moyenne. Là, le canon va tirer deux coups en version solo à 24 pouces, mais va faire D3 plus 2. Dommage. Donc, c'est pas inintéressant. En shrapnel, on a baissé à 12 pouces de portée, par contre, pour le même profil, mais cette fois-ci, c'est 5 attaques. Le Skyhook, 2 attaques, mais cette fois-ci, c'est le même profil, mais contre les monstres, en fait. Et ça, c'est vraiment cool parce que ça m'a servi. Si on cible un monstre, le dommage tombe à 6. Donc, on n'a pas lancé le D6, c'est 6 dommages. Et moi, j'avais fait avec Beringall de Guns to Bear, fait que j'avais 3 attaques au lieu de 2. Donc, 6 dommages sur un monstre et sur un 4+. Si on a fait des blessures avec le Skyhook, le monstre ne pourra pas faire d'action monstrueuse dans la prochaine phase de combat. Donc, ça m'a sauvé d'un roar de ma partie que j'ai eu la chance de jouer. Donc, c'est vraiment intéressant. Un profil régressif qui est super permissif. Donc, vraiment rien de majeur. En fait, les règles qui ont changé, transport, premièrement les choses, les transports ont été ajustés. Avant, c'était une frustration. C'était 10 modèles pour une frégate, mais jusqu'à 15 ou 16. Mais si je dépasse 10, demi-mouvement, pas de fly high. Fait que jamais tu allais là. Mais ça veut dire que tu avais 10 Arconautes, ben j'ai pas de héros. Ou 5 Thunderers plus des héros, ça vaut pas la peine. Fait que c'est 10 Thunderers, mais pas de héros ou juste des héros. Donc là, maintenant, c'est 12. Donc je peux avoir une unité et je peux avoir donc des héros également par la suite. À noter que maintenant, il n'y a plus d'unité qui itch, qui s'accroche. Donc les Warden ou les Riggers ne peuvent plus s'accrocher, mais peuvent rentrer dans le bateau. Ils ont le keyword Skyfarer. Donc ça, c'est vraiment intéressant à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce qui a changé sinon? C'est un bateau d'assaut. C'est la raison pour laquelle on va prendre la frégate. En fait, c'est pas compliqué. Euh, Lorsque la frégate fait un mouvement de charge, les unités qui sont dedans peuvent débarquer et être en dedans de 3 pouces d'unité ennemie.
Et ces unités-là vont gagner Strike First et sont considérées comme étant fait un mouvement de charge. On vient à Barrack Zone, plus un to hit, plus un to wound, Strike First. Je partant. Mhm. Je Mhm. partant. J'achète. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Plus on ajoute un engine, un footnote d'une charge à 3d6 pouces. Vraiment intéressant. Donc ça, je pense que c'est de la règle qu'on va prendre. Donc la frégate a un rôle vraiment, tu sais, de véhicule d'assaut. J'aime ça. C'est très différent du Ironclad. Chapeau, encore une fois, Games Workshop. Très, très bel ajout pour rendre ce beau modèle-là vraiment un rôle dans l'armée. Tout comme l'Ironclad, on va voir plus tard, il compte comme 5 modèles pour compter ses objectifs. Bravo encore une Mhm. fois. Donc, c'était 2 avant. Là, on a rajouté ça à 5 comme un monstre, en fait. Là, c'est tout à fait logique. Et 2 habiletés, en fait, le Bomb Racks et également Ramming Dice. Ramming Dice qui va avec Assault Boat. En fait, quand le bateau va charger, on lance un nombre de dés égal à la charte de dommages, donc de 8 à 5, et chaque 4 plus est une blessure mortelle. Tout à fait correct sur une unité. Et les bomb racks, c'est comme encore tous les vaisseaux. Le vaisseau qui passe par-dessus une unité avec un normal move, je lance le nombre de dés selon la charte, donc de 8 à 4, et chaque 4 plus une blessure mortelle. Fait qu'une petite source de blessure mortelle intéressante. Donc pour 300 points, c'est sur la table. Moi, ça va être dans mon style de jeu. L'Ironclad va prendre la poussière, la frégate va être dépoussiérée. On y va à bras. Donc j'adore vraiment cet ajout-là. Beau modèle. Très beau modèle. Justement, tu en as parlé, le Mhm. Ironclad, qui était bon, la terreur des tables de Warhammer pendant un certain temps. Et en quelque part, ça va encore l'être, dans le sens qu'il n'est pas moins bon. OK? Si on regarde ses règles, lui ici maintenant, au niveau des transports, c'est 22 modèles. Fait qu'on peut avoir une unité de 20 modèles plus des héros. Donc, ça a été ajusté aussi à ce niveau-là. Compte pour 5 modèles, tout comme la frégate. Même chose au niveau des armes. Donc, le canon, le Skyhook, les bomb racks. Donc, ça n'a pas changé. Les bomb racks, c'est 10 au lieu de 8 pour la frégate. Euh, Ce qui a changé, entre autres, c'est que le canon, c'est D3 plus 3 dommages au lieu de D6 dommages. Donc ça, c'est quand même très, très bien. Sinon, le reste, je pense que c'est inchangé au niveau des autres armes, la carbine et torpedoes. Et on a rajouté quelque chose qui était dans le premier Battletome qui ne l'était plus. C'est la Supremacy Mine, une fois par bataille à la fin de la phase de charge ennemie. Donc, c'est une unité qui a chargé, en fait, là, qui vole sur un 2+, l'unité subit un nombre de blessures mortelles en lien avec ça. Donc, ça tire encore beaucoup, ça transporte du stock, ça n'a pas les valeurs d'assaut que la frégate a, donc vraiment un rôle différent. C'est votre bateau de tir, c'est votre plateforme de tir, alors que la frégate, c'est votre bateau de corps à corps, c'est votre breacher, c'est votre force de frappe au niveau de la charge. Fait que 2 rôles très différents. 500 points, c'est beaucoup de points. Il y a plusieurs choses qui ont augmenté en points. Ça va être difficile, en tout cas pour moi, là. Moi, je vais avoir un playstyle plus polyvalent, plus varié, mais il y a des joueurs, effectivement, qui vont vouloir avoir des builds beaucoup plus tir. Donc, je pense que ça a son charme aussi. C'est encore très bon, là. C'est encore très, très bon. Mais le fait qu'on n'ait plus le mouvement dans la phase de héros avec Zilfin, mouvement 10 qui est régressif. Mais 20 points de vie à 3 plus de sauvegarde, ça reste que c'est ce modèle qui va être très, très difficile à coucher, là. Vraiment. On passe maintenant au tout petit bateau, au Gunhauler. Oui, exact. Ben, en fait, le Gunhauler, je ne sais pas si on le voit bien sur la caméra, mais j'en ai 4, là. Je sais pas si vous les Mhm. voyez, là. Ben, ils vont rester là. Euh, donc, puis j'en jouais beaucoup, en fait, là. J'en jouais 3 dans ma liste Barrack Zone. Je trouvais ça cool, un style MSU. En fait, ils ont perdu un peu de leur utilité, euh, de ce que je trouve. Les Gunhauler avaient, entre autres, puis surtout avec les Galatian Champion, là, on a encore les drills qui peuvent justement cibler un modèle. Euh, mais sinon, pour 170 points, oui, ils ont gagné une sauvegarde de 3+, ils ont gagné un point de dommage sur leurs 2 tirs de carabine. Euh, mais j'ai de la misère, encore une fois, à trouver un rôle. Oui, ils vont avoir des mines, quatre bombes, 4 bomb racks, pardon. C'est bien. Gagnent ont encore leur règle de vaisseau d'escorte, donc ils donnent une protection de 6+ au vaisseau en dedans de 3 pouces. Euh, d'accord. C'est pas OK, un 6+ anecdotique. Ou sinon, pour bataille, je peux faire un mouvement, je peux rajouter 6 pouces de mouvement, mais
En fait, pourquoi on les jouait, il y avait un rôle, c'était de transporter les Skywarden, les Engine Riggers pour tirer, pour faire du fly-high de façon plus cheap. Maintenant que cette règle-là n'existe plus, euh, j'ai de la misère à avoir. Je pourrais techniquement avoir un Gunhauler, mettre 6 Skywarden dedans pour faire un deuxième petit bloc d'assaut. C'est pas inintéressant mais ça prend mon artefact de bateau avec le Collapsible Compartment. Ça vient un petit bateau 10 PV 3+, qui, avec les modèles qui sont dedans, revient à 430 points. Fait que, tu sais, je sais pas jusqu'à quel, tu sais, si son tir est négligeable. Je sais pas. Euh, Tu sais, c'est bien, tu sais, 3+, sauvegarde, c'est bien, puis il n'y a pas de profil régressif, intéressant. Mais moi, par contre, je vois peut-être pas l'utilité, je dirais. Donc, je pense que c'est le grand perdant, en fait, là, des War Scrolls du livre. Ouais, mais si on se rappelle, quand t'en jouais trois, c'est parce que les trois pouvaient s'en aller, Ouais, les c'est ça, trois exact. pouvaient téléporter, puis C'est ça. là, tu peux plus faire ça avec ton armée. Exact. On passe ensuite aux troupes de base, aux Arconautes de compagnie. Ouais, quelques petits changements mineurs, donc ils ont augmenté de 10 points, donc pour 100 points. Euh, on a vu une standardisation de leurs armes spéciales, c'est-à-dire le volley gun, t'as 12 pouces, le Skyhawk, t'as 18, c'est rendu à 15 les deux. Et comme tous les volley guns, ce nombre de tirs aléatoires, donc 2 des 6 tirs aléatoires, on a perdu le rend, mais on touche sur du 5, sur du 4 ou sur du 5. Donc c'est intéressant quand même. Le Skypike aussi est rendu meilleur, une troisième attaque qui touche sur du 3 ou sur du 4. Donc 3+, moins 1, 2, avant c'était des 3, donc une certaine standardisation. Le Etterflare Pistol également, qui est une arme dans le fond du sergent, qui avant, je crois, avait plus un pour blesser. Maintenant, c'est pas le cas. C'est un seul tir au lieu de deux sur les pistoles, mais un rend de moins 2. Et en fait, la règle Glory Seeker qui a été changée avant, c'est dès que l'unité est en dedans de 9 pouces d'un objectif, plus un pour toucher. Là, c'est si les attaques ciblent une unité qui conteste un objectif, plus un pour toucher. Intéressant. Et on a tout ce qui est Skyhook, en fait, la même règle, là, comme celui du Great Skyhook. C'est-à-dire que le Light Skyhook, pardon, si on blesse un monstre, en fait, si on fait du dommage, au lieu de faire D3, on fait 3. Donc, on fait le maximum sur un monstre. Fait que c'est vraiment une arme anti-monstre. Ça vient standard sur les Arconautes, un Skypike, un Volley Gun, puis un Skyhook. Ça n'a pas changé. Donc, pour 100 points, ça reste une bonne battle line. On peut rider sur K+, avec le bon article. Ça va en prendre pour faire des écrans, prendre des objectifs. Fait que pourquoi pas? Donc oui, c'est bien, je les mets sur la table. Excellent. Les petits modèles que t'aimes bien, les Endring Riggers. J'aime tous les modèles Caradron, tu devrais le savoir, Vincent. Oui, ben, les Riggers, en fait, eux aussi ont eu quand même des bons buffs au niveau de leur arme de tir. Ils ont pris un de Rend. Donc avant, c'était 3 tirs, 3, 4, moins un. C'est rendu moins 2, 1. Pourquoi pas? Le volley gun a été standardisé comme celui que j'ai mentionné à 2 des 6 tirs, mais cette fois-ci uniquement à 15 pouces, ce que je ne comprends pas. Euh, En fait, ben, c'est le même, c'est plus les autres que je comprends pas, là. Le Grapnel Launcher, le Skyhook à 15 pouces également, le Drill Launcher à 15 pouces, fait que les builds de tir à 15 pouces sont vraiment rendus moins intéressants. Par contre, le Grapnel a son utilité. J'ai pas pu l'utiliser, mais c'est pas inintéressant. Une fois par bataille, en fait, je peux, à la fin de la phase de mouvement, euh, je peux choisir un élément de décor en dedans de 15 pouces et l'unité peut essentiellement se téléporter. Donc, je m'accroche et je vais aller faire un mouvement et finir à 9 pouces d'une unité ennemie. Donc, c'est du mouvement intéressant pour des objectifs. Ces choses-là, ça peut surprendre. Se sortir du pétrin, par exemple, c'est cool. Ça peut se faire, à moins que j'ai malus, ça peut se faire même si je suis engagé au corps à corps. Parce que c'est pas une attaque de tir, donc j'ai pas à cibler l'unité avec laquelle je suis engagé, de ce que j'ai compris. Sinon également, leur règle de réparation est vraiment rendue améliorée, c'est-à-dire que c'est une fois par tour, donc 2 fois par ronde, pas nécessairement en phase de héros, mais c'est à la fin de n'importe quelle phase, en donne 3 pouces d'une unité, je lance un dé par modèle, sur un 1, il se passe rien, sur un excusez-moi, pardon, sur un 4-5, je vais guérir un point de vie. Et sur un 6, j'ai guéri 2 points de vie. Donc, je peux la faire à la fin de n'importe quelle phase par tour. Ça peut être la phase de héros. Donc, tu m'as fait de la magie sur mon bateau, je le guéris. Phase de tir, même chose. Et ça en donne 3 pouces au lieu d'un. Donc, c'est quand même assez intéressant. Et à noter aussi que les scies, donc les armes de corps à corps, ont gagné une attaque et avant blessaient sur du
2+, maintenant blessure due 3+. Mais en Barrack Zone, on s'en balance parce que quand on charge, on a plus un tout. Fait que c'est une belle unité. Je suis à cheval si j'en joue ou non. Il y a comme deux builds qui me trottent en tête, là. Un build avec des riggers, un autre sans riggers, mais c'est certainement une unité qui est très pertinente à jouer. Et on passe au Sky Warden, qui est dans le fond la contrepartie Ouais, ben c'est sûr. le même kit, là. Ouais, exact. Ceux que personne jouait, puis ceux que maintenant tout le monde va jouer. Donc, si vous avez dans votre magasin près de chez vous des Skywardens usagés, sautez dessus avant que les gens défoncent les vitres, là. En fait, c'est l'unité qui est la grande gagnante de loin du livre. Une unité qui était très peu jouée. Tu sais, beaucoup de joueurs Caradron disaient ben on n'a pas d'unité de corps à corps, ceux qu'on a sont pas bonnes, fait que ça prend des nouvelles unités. Ben oui, j'aurais aimé ça avoir plus d'unités qu'un Code Wright, là, c'est sûr, là. Mais en fait, là, on a vraiment une option de corps à corps qui est intéressante. Les Skywarden, beaucoup de changements sur le War Scroll. Tout d'abord, on a le pistol qui a gagné 3 pouces de portée, tombe à 12 pouces, et un tir de plus. Très, très bon. Donc, chaque modèle va avoir essentiellement 6 attaques si on prend son tir et son mêlée. Euh, Même chose, mêmes options de tir que j'ai mentionné avec l'Engine Riggers. Sinon, plus une attaque sur les Skypikes, donc 3 au lieu de 2. On touche sur du 3 au lieu du 4 et on fait flat 2 au lieu de faire des 3. Fait qu'on a un profil d'attaque quand même, c'est 3 attaques, 3-3 moins 1-2. On ajoute à ça, par exemple, à Barrack Zone, je charge, c'est du 2+, moins 1-2. Un Purple Sun qui rôde dans les parages, un moins 2. Fait que, tu sais, on commence, puis même avec l'unité de tir, moi j'ai joué là, une unité de 9, je tire. C'est 27 shots, je prends la munition de l'amiral, je prends le Purple Sun, fait que c'est 27 tirs, 3+, 2+ avec leur attaque, fait que 2+, 3+, moins 3, 1. Et après ça, je les charge. C'est 28 attaques, 2+, moins 2, 2. C'est une cinquantaine d'attaques qui fait du dommage comme ça se peut pas. Et en plus, leur règle là, de mine a été changée en fait. Là, c'est qu'à la fin de la phase de combat, s'il y a encore des unités engagées avec moi, en fait, là, je lance un dé et sur un 2+, je fais des 3 blessures mortelles et je peux retraiter. Donc, très intéressant pour un potentiel rally. Donc, je me désengage du combat. Peu importe quel tour après, je peux rallier. Donc, une unité de 9, je pense, c'est dans toutes mes listes. Ça frappe comme une tonne de briques, là. C'est très, très fort. Puis oui, c'est sûr que ça a juste 4 plus save, puis 18 wounds. C'est 130 points pour 3, c'est dispendieux. Mais ça frappe comme ça, pas d'allure. C'est horrible, puis 12 pouces de mouvement, hein, fait que ça se déplace, ça va charger. Ouais, mais C'est... pire que ça, tu mets dans un bateau. Dans une frégate qui va bouger, qui charge à 3d6, que tu débarques, que tu strike first, que tu comptes comme ayant chargé. Ah, ça, Ouch. oui, oui, ben, c'est ouch, c'est le bon mot. Donc, oui, sur la table. Et on passe aux Thunderers. Le troisième gagnant, je pense, du livre, en fait, j'adore les Thunderers. C'est mes modèles, je pense, préférés, mettons, dans les unités, là, et j'en jouais plus parce qu'ils valaient juste plus la peine. Changement majeur, ils sont passés à 3+ de sauvegarde. C'est un Mhm. changement qui est majeur, toujours 2 points de vie. Donc, c'est une unité qui peut maintenant qu'une vocation de mid-range, contrôler les objectifs. Tu sais, on dit qu'Aradron, tenir les objectifs, c'est difficile, là. Ben là, on est quand même dans une unité qui peut le faire parce que on peut avoir les 10 modèles, puis on a encore toutes les armes spéciales, en fait, là. Qu'est-ce qui a changé? Le Choking Fog, encore une fois, là, qui est le genre de lance-flamme, si tu veux, là, essentiellement. Le Choking Fog, ce que ça fait, c'est que c'est auto-hit maintenant. Donc, c'est D6 attaque, mais c'est auto-hit à 12 pouces. Euh, et à la fin de la phase de combat, s'il y a encore une unité ennemie en 3 pouces, sur un 2+, des 3 blessures mortelles. Pourquoi pas? Sinon, on a le mortier. Le mortier qui a changé aussi, qui est à 18 pouces, il y a un nombre d'attaques selon le nombre de modèles de l'unité jusqu'à un maximum de 5. Intéressant. Le Deck Sweeper a gagné un tir de 4 à 5, ce qui n'est pas inintéressant encore une fois. Le canon est resté inchangé, mis à part que c'est dommage flat 3 au lieu de D3. Donc, c'est vraiment intéressant. Et la règle, en fait, le Drill Bill aussi qui est là, qui est une BM, blessure mortelle sur un 5+ à la fin de la phase de combat, ça c'est anecdotique. Mais la règle Suppressing Fire qui peut être intéressante, c'est si tous les modèles de l'unité ont tiré, je lance 2d6 sur l'unité. Euh, et dans le fond, j'ajoute le nombre de blessures causées qui n'ont pas été sauvegardées ou annulées. Et si je bats la bravoure de l'autre, ben, l'unité ennemie va être à moins pour se faire
pour toucher, en fait, là. Donc, c'est intéressant. Euh, mais, tu sais, on va toujours les jouer, je pense, avec un chemist. Donc, toutes leurs armes vont avoir un rend additionnel, fait que ça va passer de rend 1 à rend 3. Plus potentiellement un Purple Sun, donc de rend 2 à rend 4. Pardon, ouais, rend 2 à rend 4, dépendamment des armes, là. Donc, c'est quand même, c'est beaucoup de tir. C'est beaucoup de tir, puis ça touche, maintenant, tout touche sur du 3+. Tous les armes, c'est super. J'aime bien. Donc, c'est résilient. Puis là, avec le Rally 4+, soudainement, tu sais, tasser 20 wounds à 3+, sauvegarde, avec un chemist qui est pas loin, qui fait moins 8. Donc, je pense que c'est une unité, moi, en tout cas, j'en mets sur la table, puis je regarde à quel point j'en mets sur la table. Ah ouais, c'est une bonne idée. Vraiment. Et ça conclut l'analyse du Battle Tome. On a fait le tour de ce superbe Battle Tome. Écoute, Alex, c'est un joueur caradron, et je pense que tu es bien placé pour évaluer. Est-ce que pour toi, il remonte dans le méta avec ce nouveau livre-là ou est-ce qu'il se maintient? Ben, je pense que oui, dans le sens que c'est un livre qui va s'ajuster. C'est un livre je pense qu'il va être très solide. Il n'y a rien, tu sais, tu sais, je pense que le plus oppressif, c'est des Skywardens dans une frégate, là. Euh, mais tu sais, je pourrais aussi voir 15 Thunderers dans un Ironclad avec un amiral qui donne du rend. Puis tu sais, il va avoir encore de l'oppressif, mais je pense qu'on a d'autres options. On est rendu vraiment moins une armée de long range. Il n'y a rien, je pense, dans le livre qui dépasse 24 pouces de portée. Euh, donc, le tir, va falloir qu'on se mouille plus. Donc, d'où je pense une board presence plus forte, d'où les Thunderers, justement, qui vont servir de genre de on avance, on tire, c'est un peu plus mid-range, on va contrôler une partie de la table. J'ai hâte d'essayer dans certains scénarios où est-ce qu'on commence plus loin. Mhm. Euh, Où est-ce que la mobilité va être importante parce que j'ai beaucoup moins de mobilité. Si je mets plus de Thunderers, je parle de mobilité, j'ai un seul vaisseau. Je pense que j'aime mieux avoir plus de modèles, être capable d'avoir plus de board control, bénéficier le plus possible du rally. Euh, mais ultimement, je pense que c'est un livre. Moi, en tant que joueur Caradron, je tripe présentement parce qu'il y a tellement différents playstyles alors qu'avant, c'est uniquement du tir. Euh, Puis le tir, ben, est-ce que je veux tirer de plus loin ou je veux tirer de moins loin? Est-ce que je veux tirer à gauche? Je veux tirer à droite? Je veux tirer en dessous, par-dessus? Là, c'est pas ça. Tu sais, là, tu as vraiment des options de combat qui sont viables et qui sont cool. Tu sais, la game que j'ai jouée, là, c'est contre des Séraphons, puis tu sais, j'ai chargé dans du stock, là. Tu sais, le bateau, il a ramé, puis il a débarqué, puis let's go, puis on pète tout. C'était drôle, là. Donc ça, je pense que ça va être le fun. C'est un playstyle qui va être bienvenu. Puis je pense que pratiquement tous les War Scrolls ont du jeu, essentiellement. Tu sais, il n'y a pas de War Scroll. Tu sais, je pense peut-être que le Gunhauler est un peu inférieur, mais tu sais, c'est pas parce qu'il est pourri ou quoi que ce soit. Je pense qu'il y a d'autres meilleures options. Et surtout, il y a plus de profondeur, je pense. On peut aller dans différentes directions. Il y a beaucoup de choses à faire avec le mouvement, avec les vaisseaux. Mais les vaisseaux coûtent cher. Donc, est-ce qu'on en veut un? Est-ce qu'on en veut deux? Si on en veut deux, c'est 600 points en partant. Tu sais, si on met deux frégates, par exemple, c'est cher. C'est cher, mais tu sais, ça peut faire très, très mal. Tu sais, avec des bons héros, tu sais, je pense on va vouloir avoir des héros. Euh, non, je suis satisfait. Je pense qu'ils ont fait une bonne job de rendre le livre intéressant, rendre pratiquement tous les War Scrolls intéressants. Euh, Moi, en tout cas, je suis très, très satisfait. Est-ce que, tu sais, j'ai joué une partie à date, là. Fait que ça vaut ce que ça vaut, mais c'est ça. Je pense que j'ai hâte d'essayer dans différents plans de bataille pour voir comment ils s'en sortent. Mais très certainement. En tout cas, présentement, la liste que je run, que j'essaie, en fait, c'est deux variantes, mais je vais y aller avec celle que je vais tester prochainement, là. J'ai 5 héros. Dans le fond, j'ai un amiral, j'ai un Endrin Master à pied, j'ai deux chemistes, j'ai un navigateur, je joue le Voidstone Orb, je joue le Spin in the Bottle avec le Purple Sun, j'ai un Warlord, j'ai un Battle Régiment, avec j'ai 5 poses. Euh, j'ai 3 unités d'Arconautes pour du board control. J'ai 2 unités de Thunderers, donc pour que les chemistes puissent s'amuser allègrement. J'ai 9 Skywarden dans un bateau, dans la frégate. Dans la frégate, je mets les 9, l'amiral, l'Engine Master, puis zoom, on s'en va, on rentre dans quelque chose, on débarque, puis on tue some shit, puis pendant que le reste arrive en arrière, puis tu sais qu'est-ce qui survit, là. Fait que c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir. C'est un petit peu, tu sais, moins rapide.
Là, la version que j'ai essayée, j'avais enlevé un des deux groupes de Thunderers. J'avais enlevé un groupe d'Arconauts, puis j'avais rajouté 6 Engine Rigger, puis 3 Skywarden de plus. Mais clairement, tu sais, le pack de 3 non. Mais deux packs de Thunderers, tu sais, à 130 points de vie, la plupart de l'armée est sur du 3+. Oui. Ah, j'ai hâte de jouer. C'est ça. Excellent. Alors, ça conclut notre analyse du Battle Tome des Caradons Overlord. Si vous avez aimé le poisson l'air, comme d'habitude, sur la chaîne, ça nous fait vraiment plaisir. Et sur ce, j'aimerais juste à vous souhaiter un bon Wargaming.